radio27.be, bien entendu. Voilà, alors nous avons nos invités qui sont occupés à s'installer pour la nouvelle émission qui démarre maintenant et qui va nous tenir à peu près 1h30. Et cette émission, c'est un des exemplaires de... Soyons curieux. Soyons curieux. Et bonjour Annabelle. Et donc tu es revenue pour Hello nous, Patrick. Et spécialement pour moi. Entre autres. oui, je suis revenue. Donc voilà. Non, parce que donc, il faut que nos auditeurs sachent, Annabelle a atterri il y a une demi-heure. Non, un peu plus quand même. Allez, une heure. Il y a 1 heure à Gosselies. Et donc, elle vient d'arriver directement ici sur Radio 27 et pour pouvoir participer avec nous à 27 for Life. C'est ça. Voilà. Soyons curieux. Soyons curieux. Soyons curieux. Et bonjour Annabelle. Et donc, tu es revenue pour Hello nous, Patrick. Et spécialement pour moi. Entre autres. oui, je suis revenue. Donc voilà. Non, parce que donc, il faut que nos auditeurs sachent, Annabelle a atterri il y a une demi-heure. Non, un peu plus quand même. Allez, 1 heure. Il y a 1 heure à Gosselies. Et donc, elle vient d'arriver directement ici sur Radio 27 et pour pouvoir participer avec nous à 27 for Life. C'est ça. Voilà. Et donc, je peux te dire, tout s'est bien passé jusqu'ici. Et donc, Parfait. on va continuer à faire de la même manière et avec le même rythme. Qui on reçoit aujourd'hui dans notre émission? C'est une émission un peu spéciale, évidemment. Mais oui, on reçoit tout d'abord Colette Delmotte, qui est présidente du CPAS de Nivelles. Bonsoir. Voilà. Donc Colette, vous êtes présidente du CPAS de Nivelles. Oui, entre autres, oui. Donc voilà, vous êtes une voisine, mais venue tout spécialement ce soir pour discuter avec nous. Et donc, à côté de toi, on a l'ouvre-boîte. J'ai oublié ton prénom. Gaëtan. Voilà. Gaëtan Thibault, président de l'ouvre-boîte. Parfait. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Voilà. Est-ce que tout va bien? Super. Ah bah, très chouette. Et pour terminer, on va laisser présenter tout seul. Didier Gozlin, directeur de l'Asbel des 80. Voilà. Et de quoi allons-nous parler, Annabelle, avec eux? Eh bien, on va parler précarité aujourd'hui et un petit peu les actions qui sont déployées sur Nivelles pour faciliter le quotidien des personnes précarisées, voir un petit peu ce que vous mettez en place, etc. Et donc, effectivement, pour démarrer un peu, cette émission vient se mettre en parallèle de ce cube de verre qui s'est installé sur la Grand Place de Nivelles avec grand fracas, puisque ça prend énormément de place sur cette Grand Place. Et donc, voilà, d'amener un peu un élément de réflexion. Et donc, d'abord, peut-être, quel est votre point de vue? Une des questions qu'on a posées aujourd'hui, ce matin, à nos invités, était de savoir, Viva for Life, stop ou encore? Pour vous, qu'est-ce que vous diriez? Colette? Moi, je dirais pas stop, parce qu'au moins une semaine par an, on parle de la pauvreté infantile, donc c'est déjà ça de prix. D'autre part, je dirais qu'un CPS de Nivelles, c'est tous les jours que nous sommes confrontés à cette pauvreté ou précarité, mais je suis pas la seule, c'est pareil pour Didier et c'est pareil pour Gaëtan. Donc cette précarité, elle est bien présente à Nivelles, même si on dit que le Brabant wallon est une commune riche, mais elle est présente et on doit faire avec. Alors, que peut-on faire au niveau communal? Eh bien, je dirais un peu des emplois des jambes de bois, parce que dans la mesure où les revenus d'intégration ou bien les revenus de remplacement ne sont pas plus élevés que ce qu'ils sont maintenant, et qu'il y a déjà un décalage par rapport au minimum garanti par une allocation de remplacement et en même temps une somme d'argent qui est déjà, qui est prédictée par rapport à une enquête qui détermine cette pauvreté, il y a déjà un grand différentiel. Donc, dans la mesure où on a déjà un décalage par rapport à ça, c'est très compliqué de pouvoir intervenir. Mais de toute façon, à Nivelles, grâce aussi aux ASBL tels que l'ouvre-boîte et les 4 vents, nous pouvons venir en aide aux personnes du point de vue alimentaire et hébergement. Au CPS de Nivelles, dans tous les CPS, il y a des fonds spéciaux pour la précarité infantile. Donc, nous sommes évidemment présents pour aider les familles et leur donner les aides auxquelles elles ont droit suite à une enquête sociale qui doit être faite légalement. De toute façon, c'est pas des aides qui sont fantaisistes. C'est vraiment très légiféré et avec les enquêtes sociales et le suivi social, on aide les personnes et surtout les familles. Du côté des 4 vents ou de l'ouvre-boîte, est-ce que stop ou encore alors pour Viva for Life? Comment vous voyez ça? Je dirais qu'il y a un questionnement par rapport à la méthode. Effectivement, c'est une grande action publicitaire, effectivement aussi pour une autre radio. Derrière tout ça, on voit qu'il y a une évolution aussi du soutien des citoyens par rapport à la pauvreté. Il est clair que
Avant, c'était des dons un peu anonymes qui arrivaient aux OSBL, des soutiens par rapport à un projet connu. Ici, on se rend compte que c'est une immense coupole dans laquelle se retrouvent des artistes. Effectivement, c'est très fédérateur, c'est très mobilisateur, mais il y a quand même le questionnement c'est comme si, à un moment donné, on avait un peu la honte, ou en tout cas, il y a un paradoxe, je trouve. Ce sont des grandes récoltes de fonds. On se rend bien compte que là, c'est le public, l'air de rien, qui est derrière. Et d'un autre côté, il y a des politiques de restriction au niveau tout simplement du chômage, il y a des politiques d'exclusion. Et comme l'a très bien dit Colette, plein de personnes se retrouvent au CPS, exclues du chômage. Et on est dans une espèce de cercle vicieux où finalement, oui, il y a des actions de récolte de fonds globalisantes, mais l'action citoyenne et quelque part l'associatif parfois est un peu oublié. Donc, il y a plein de paradoxes, je trouve, dans ce type de projet. Maintenant, je suis loin de contester. Effectivement, ça va apporter quelque chose certainement à des associations qui vont être soutenues, mais de nouveau, c'est du ponctuel, c'est du temporaire, alors que finalement, le phénomène de la pauvreté est un phénomène récurrent qui se répète de génération en génération. Ici, au niveau de la maison d'accueil, c'est triste à dire, mais des personnes on a 2-3 générations qui reviennent. Monsieur Lair, qui est un ancien de la maison d'accueil, tient à se dire, c'est l'enfant de madame que j'ai accueilli il y a 20 ans. C'est quand même triste, effectivement, d'en arriver à ce type de constat. Un peu comme des lignées familiales. C'est comme un peu, oui. Schémas qui se reproduisent. Effectivement, une sorte de destinée, le destin de la pauvreté. Et on se pose aussi des questions, finalement, sur la lutte contre la pauvreté au niveau du fond. La forme ici, on voit bien quelle forme elle prend. Effectivement, très très médiatisée. Maintenant, quelles sont les autres politiques qui permettraient de sortir un petit peu de ces événements, on va dire ça comme ça. Gaëtan, une réaction ? Oui, mais par rapport au projet Viva for Life et l'organisation, je rejoindrai l'avis de Colette, évidemment. Tant qu'on peut dire encore, allons-y, tant qu'on peut bénéficier de ces aides, cette mobilisation et ce soutien qui peut être apporté à l'enfance et à toutes les difficultés qui vont autour et qui s'axent autour de l'enfance. Et maintenant, je rejoins tout à fait l'avis de Didier. On reçoit des aides dans nos associations qui sont tout à fait ponctuelles et nous ne pouvons qu'espérer, et je pense qu'on peut se rejoindre et d'autres associations de Nivelles peuvent nous rejoindre également, on ne peut qu'espérer que des événements qui ont eu lieu pour cette année-ci pour Viva for Life pourraient très bien être répercutés et réorganisés dans les années à venir, mais pour l'associatif nivellois également et directement pour le nivellois. C'est très bien de participer à cette organisation qui se veut pour l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et encore une fois, on signe des 2 mains s'il faut, parce qu'on a un stand et on est là et on fait une action pour. Mais voilà, ce serait bien d'avoir aussi ce mouvement fédérateur pour Nivelles directement, de ces associations qui puissent continuer à organiser des choses. Et de quoi parle-t-on ? La pauvreté à Nivelles, c'est qui ? C'est combien ? C'est quoi ? Comment est-ce qu'elle se définit ? Comment est-ce qu'on pourrait arriver à définir finalement la précarité au domaine de la pauvreté ? C'est difficile de pouvoir définir, de dire c'est qui, c'est quoi la pauvreté dans une commune, quelle qu'elle soit, qu'on parle à Nivelles ou qu'on parle ailleurs. Déjà, comme l'a souligné Colette, le Brabant wallon est toujours connoté comme une province riche dans laquelle il n'y a pas besoin, il n'y a pas de pauvreté, et c'est pas possible en Brabant wallon d'avoir une pauvreté. Mais donc il y en a une. Il y en a, mais bien sûr que oui, il y en a. Dans certaines communes, et c'est très triste à dire, on essaie de la cacher. Ici à Nivelles, on ne sait pas la cacher. Elle est là et elle existe. Et Colette peut en témoigner par rapport au CPS, où on voit le nombre de personnes qui bénéficient du soutien du CPS. Didier peut le témoigner également avec le nombre de personnes qui bénéficient des services des 80. Et moi, je peux en témoigner par rapport à notre ASBL, l'Ouvre-Boîte, où on accueille près de 276 familles nivelloises. 276 familles nivelloises. Ça représente à peu près 800 personnes quand même sur la totalité. Donc voilà, moi je peux donner les chiffres chez moi, je ne me suis pas avancé dans les chiffres pour les 2 autres qui sont ici présents, mais elle est là, elle existe. Et parfois, on essaye un peu trop de la mettre de côté, alors qu'il faut être là pour les aider également. C'est vrai que les chiffres, que ce soit chez Didier, chez Gaëtan ou bien au CPS, c'est toujours un peu les mêmes familles qu'on retrouve l'un chez l'autre. Donc, même s'il y a 800 familles, moi, ça fait 1000 familles qu'on aide, au moins 1000 familles au CPS de Nivelles, 330 RIS, voilà. Il faut dire aussi qu'à Nivelles, nous avons beaucoup de logements sociaux, donc nous sommes toujours, comme je dis jamais à répéter, les bons élèves de la région wallonne avec les 11% de logements sociaux, logements publics, on doit dire maintenant, par rapport au parc immobilier. Et donc, ça draine une population plus précarisée, inévitablement. Et la pauvreté, elle est partout. Voilà, c'est pas spécialement ce que vous voyez par les SDF qui traînent dans la rue ou bien dans les sas d'entrée des appartements. La misère, elle est insidieuse, elle est un peu partout et c'est pas évident toujours de la déceler et de la trouver. Alors, c'est très bien de se focaliser sur les enfants, mais il y aurait moins d'enfants pauvres, ça fait moins de familles pauvres et moins d'adultes pauvres également. Donc, il faut absolument éduquer les jeunes pour sortir de la spirale de la pauvreté. Et dans ce cadre-là, nous avons une politique au CPS dont je suis très fière et mes conseillers me suivent
depuis toujours, c'est qu'on essaye, tant que faire se peut, et si les adolescents sont capables de pouvoir le faire, quand il y a une demande d'aide pour faire des études supérieures, on les aide. Donc, c'est prévu par la loi. C'est les RIS étudiants, avec un PIS étudiant, donc un accompagnement et un coaching particulier pour les étudiants, avec des contraintes, des devoirs et des droits. Et nous sommes très fiers que nous avons, après 4 ou 5 années d'aide sociale, on est très fiers de dire, voilà, on stoppe l'aide parce que cette personne est diplômée et a trouvé un job. Et c'est très diversifié, les diplômes qu'ils peuvent recevoir. Ça peut être de l'aide-soignante, un éducateur à 2 ou à 1, à des ingénieurs de gestion, des polytechniciens, des infirmières en soins intensifs. Donc vraiment, c'est très diversifié et nous sommes très fiers de pouvoir permettre à des gens d'accéder aux études universitaires ou bien supérieures, cycle court ou cycle long, quoi. Donc, et même terminer les humanités également. Donc voilà, donc je pense que c'est bien de se focaliser sur les enfants, mais s'il y avait des familles moins pauvres, il y aurait d'enfants moins pauvres. Hein. Donc, il faut essayer de retrouver plutôt à l'amont, quoi. Sinon, ça cercle vicieux, on n'en sort pas. Au niveau des 80, c'est quand même un petit peu différent, puisqu'effectivement, nous sommes une maison d'accueil et d'hébergement. Donc, on a un rayon d'action qui couvre bien plus que Nivelles. On a des gens qui viennent d'Arlon, de toute la province du Brabant-Wallon, du Hainaut. Donc, c'est un peu particulier parce qu'on a développé des services. Donc, on a non seulement, on va dire, notre agrément de base, c'est héberger 59 personnes au maximum sur le territoire de Nivelles, effectivement, mais ils ne viennent pas tous de Nivelles. Et on a un autre service qui, lui, a un impact beaucoup plus important, puisqu'on travaille avec des partenaires locaux. C'est le service Solidon. Solidon, en fait, est un service qu'on est en train de développer et qui est un service de redistribution de surplus alimentaires de grandes enseignes. Là, on a principalement 70% effectivement de personnes viennent du CPS de Nivelles, puisqu'on a un partenariat avec le CPS de Nivelles. Ce sont des aides ponctuelles. Donc là, on a quand même constaté qu'en 6 mois de temps, on avait 107 enfants qui étaient impactés par rapport à ces colis alimentaires. Les colis alimentaires ayant pour objet effectivement de diminuer le budget alimentation, le budget achat, pour faciliter le maintien des personnes dans leur logement, puisqu'effectivement, on se rend compte aussi en Brabant-Wallon qu'on a un coût locatif qui est important. Si vous n'êtes pas dans le social, vous galérez un maximum. Et donc, compresser un type de dépense qui peut être l'alimentation permet parfois de maintenir, en tout cas, le temps, effectivement, à nos partenaires, on a plusieurs partenaires, le Vroubat en est un également, de trouver des solutions récurrentes. Donc, c'est vraiment un service qui intervient dans le ponctuel. Maintenant, au niveau de l'hébergement, il est clair que la maison d'accueil Les 80, c'est un peu particulier, puisqu'on est la seule du Brabant-Wallon à faire de l'accueil pour tous, hommes, femmes et enfants, et qu'on se rend compte effectivement que même si on n'est pas spécialisé dans l'accompagnement des enfants, il représente 1/3 des personnes hébergées. Ce qui est quand même énorme, puisque nous faisons 15 000 nuits par an. Vous imaginez qu'effectivement 5 000 nuits ont été assumées par des enfants, en tout cas, et des enfants ont été hébergés chez nous pendant toute l'année. Hier, à titre d'exemple, dans une petite école, il y avait une petite chapelle où on avait reçu de nouveau des cadeaux, une collecte de cadeaux pour les enfants, c'était bien sympathique. Et là, j'ai expliqué aux enfants que la moitié, ou le tiers de la chapelle, c'était à peu près la moyenne des enfants qui transitaient par la maison d'accueil. Ce qui était effectivement à un moment donné un choc pour eux, puisqu'ils ne se rendaient pas compte que le camarade à côté était potentiellement hébergeable, en tout cas dans une maison d'accueil pour personnes en difficulté. Et comment lutter contre la précarité qui est invisible ? Nos invités tout au long de la journée ont parlé de cette invisibilité. Il y a une série de publics qui échappent au radar, on va dire, parce que ici, si j'entends bien, l'action des 80, c'est avec des personnes qui spontanément viennent vers la structure, donc qui font cette démarche-là, mais il y a une série de personnes qui ne le montrent pas, se cachent. On a écouté tout à l'heure le témoignage d'un youtubeur qui disait les femmes SDF, par exemple, alors je sais c'est quelque chose de particulier, mais s'habillent tout à fait, entre guillemets, normalement, ne sont pas dans des haillons ou des vêtements sales, pour complètement disparaître des radars, et on ne peut pas se rendre compte qu'elles sont SDF, à la différence des hommes, qui ont un comportement ou un habillement différent. Donc comment agir sur cette précarité invisible, selon vous? Invisible. D'abord, je vais faire une remarque par rapport aux SDF et les personnes qui s'habillent pour se fondre dans la société, dans la commune. Je veux quand même rappeler aussi que parfois des SDF sans domicile fixe, il faut vraiment être très précis aussi par rapport à ça, parce qu'il y a les SDF, il n'y a pas seulement ceux qui sont en train de dormir dans la rue ou dans la gare, ou bien dans le sas d'entrée des appartements. Il y a également des personnes qui sont sans domicile fixe, ça veut dire ça, sans domicile fixe, ça veut dire qu'ils sont de façon itinérante hébergés chez des gens. Ça rentre également dans le cadre des SDF. Alors, il faut dire aussi que les SDF ne sont pas spécialement sans ressources. Des personnes sans abri, sans domicile fixe, parfois travaillent, parfois ont une allocation de remplacement via CPS, ou à la mutuelle, ou au chômage. J'ai également connu des personnes SDF qui sont propriétaires, mais tellement désœuvrées intellectuellement par rapport à la maladie mentale,
il y a une pathologie mentale, que ces gens ne savent même plus réfléchir et donc se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont plus la capacité de pouvoir gérer quelque chose. Donc, il faut vraiment être très prudent par rapport aux SDF. C'est pas spécialement ceux qu'on voit en train de complètement péter dans la rue. Il y a autre chose que ce profil-là. Alors, comment peut-on déceler et voir la mise à miser à un moment où CPS, nous sommes résiduaires et donc quand les personnes n'ont plus aucune ressource, c'est la seule institution qui peut octroyer une aide, qu'elle soit un RIS ou une aide sociale. Tout dépend des catégories et les aides qu'on peut octroyer. Donc, à partir de là, nous pouvons voir éventuellement qu'il y a un souci quand c'est une personne seule ou une femme ou bien avec des enfants. Là, alors, on peut déceler les choses et en même temps, on peut alors mettre tout en place pour aider les enfants. Je rappelais tout à l'heure qu'il y avait des fonds spéciaux pour les enfants, pour la précarité infantile. Et donc, on intervient parfois pour payer les repas chauds à l'école, payer les cours de cours extrascolaires, payer les cotisations sportives, payer les réquisitoires pour pouvoir accéder à une séance de avec un psychologue ou bien un psychiatre, ou bien des séances de logopédie, de psychomotricité, d'hypothérapie, tout dépend. Donc vraiment on peut alors, mais il faut que ces gens, on les voit quand ils viennent chez nous. Mais il faut que les gens alors dénoncent le voisin, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Il y a des gens qui vivent pauvrement sans être pour autant être pauvres. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Et puis les gens sont pudiques, ils ont leur amour propre. Et donc ils ne viennent pas spécialement exposer leurs soucis, quoi. Donc c'est vraiment in extremis, c'est dans le désarroi qu'ils viennent chez nous en général. Ce qui est interpellant dans ce que tu dis, c'est le fait que finalement la pauvreté, elle est multiforme. C'est pas uniquement ne pas avoir de moyens. J'entends des gens qui travaillent, qui peuvent être propriétaires, mais qui néanmoins basculent dans la pauvreté. Effectivement, il me semble qu'on a déjà entendu parler des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins malgré le fait qu'ils travaillent. Alors, on a la chance d'avoir Christine Mailly qui ne nous a pas quitté du débat précédent et qui nous a rejoint ici sur le plateau. Donc, rebonjour Christine. Rebonjour. Alors, la pauvreté est multiforme. Tu peux nous présenter un peu ces différents aspects ? Oui, et je vais peut-être le dire autrement, ce qui ne veut pas dire que c'est contradictoire avec ce qui vient de se dire, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et avec nuance, donc c'est toujours intéressant autour de la table. Et puis, ce que je vais dire, moi, ne s'adresse pas en particulier à Nivelles, hein, c'est une réflexion générale, évidemment. Au réseau, en fait, les gens sont arrivés, donc quand je dis les gens au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ce sont des personnes qui connaissent la pauvreté d'une façon ou d'une autre, qui ont vécu dans la rue, qui vivent dans la rue, qui sont dans une autre forme de pauvreté, qui travaillent et qui sont dans la pauvreté, etc. Et qui se rassemblent pour réfléchir comment essayer de contribuer à ce qu'il y ait des réponses durables. Hein, comment est-ce qu'on peut éviter précisément qu'on gère la pauvreté et que les gens finalement aient une vie qui soit construite à l'intérieur du cercle de la pauvreté. Et donc les gens, eux, ne disent plus la pauvreté est multifactorielle, ce qu'ils disent c'est la vie multifactorielle pour tout le monde. Qu'on soit pauvre, qu'on soit de classe moyenne petite, qu'on soit de classe moyenne aisée, qu'on soit riche, elle est multifactorielle pour tout le monde. C'est-à-dire elle est composée de richesses financières, immatérielles. Hein, quelle connaissance a-t-on ? Est-ce que l'école a réussi avec nous ? Est-ce que l'école a raté avec nous ? Est-ce qu'on a une famille étendue ? Est-ce qu'on a une petite famille ? Est-ce qu'elle est unie ? Est-ce qu'elle est désunie ? Est-ce qu'elle est au bout du monde ? Etc. Dans quel quartier vit-on ? Dans quel environnement ? Est-ce qu'on a eu la chance d'avoir accès à un travail ou pas ? Etc., etc. Donc il y a plein de facettes dans la vie qui sont à la fois les richesses matérielles, mais aussi toutes les richesses immatérielles, l'accès à la culture, etc. Et donc ce que les gens nous disent, c'est la vie multifactorielle pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui démarrent dans la vie avec un sac à dos un peu moins rempli que les autres, en termes de ces multiples richesses-là. Et le problème, c'est le cumul de la perte ou de la non-richesse possédée dans le sac à dos. Il est clair qu'aujourd'hui, vivre avec 1 000 €, si on est dans une famille où il y avait du patrimoine, hein, et où on a un héritage un peu financier ou une maison ou une deuxième maison qui est en location, etc., est très différent que si on a 1 000 € avec pas d'héritage familial parce que la génération d'avant a bien eu besoin de son argent, etc., et qu'on est locataire. La situation va pas du tout être la même. Donc, et ce que les gens nous disent, c'est par contre la traversée de la vie fait qu'on rencontre tous des obstacles, de nouveau, qu'on soit aisé ou pas. Et évidemment, la manière dont le sac à dos est rempli, on va régler ces obstacles-là ou dépasser ces obstacles-là ou être blessé par ces obstacles-là avec une intensité variable, avec des difficultés variables. On peut avoir quelqu'un d'aisé dont un enfant fait des gaffes ou un jeune fait des gaffes. On peut être très blessé psychologiquement, hein, mais enfin on a peut-être des ressources dans son environnement relationnel pour être appuyé, pour partager financièrement, pour compenser, pour pouvoir donner accès à des soins, des traitements ou un accompagnement social particulier, etc., qui fait qu'on va s'en tirer différemment que si, avec la même réalité,
pauvreté, on part de ressources plus étroites en termes de terrain relationnel, de terrain familial, de terrain financier, d'audace aussi, parce que c'est aussi le caractère qu'on a. Est-ce qu'on est audacieux? Est-ce qu'on est timide? Est-ce que l'école a donné confiance en soi ou pas? Est-ce qu'on a eu la chance de fréquenter des lieux de collectivité ou pas, qui nous ont renforcés ou pas dans ce qu'on a? Donc ils nous disent la vie est multifactorielle, mais la manière dont le sac à dos est rempli va faire que. Et c'est important de le voir de cette façon-là parce que ça dit bien ce que ça dit, c'est que il n'y a pas que la responsabilité individuelle de la personne, de la famille qui est engagée dans la manière de traverser la vie. C'est l'ensemble conjoncturel et contextuel qui fait que, et structurel, qui fait qu'on va pouvoir s'en tirer. Et c'est pour ça que, notamment, toute la politique des services publics est extrêmement importante, puisqu'elle est là pour recomposer de l'égalité, en quelque sorte. C'est-à-dire pour se dire que celui qui a le sac à dos, qui lui pèse un peu plus sur le bas des reins parce qu'il est presque tout vide, et vous savez que c'est comme quand on va marcher, là, qu'on n'a plus qu'une bouteille vide, une bouteille pleine au fond du sac, ça pèse sur les reins, quoi. On a quelque chose, mais bon, et donc c'est pas suffisant. Donc c'est important qu'il y ait une dynamique de politique publique, de sécurité sociale, de CPS, qui soit soutenue, qui ne verse pas dans des dynamiques de contrôle aigu et pointu au point, et je n'ai pas dit ce que vous faisiez, parce que je ne sais pas du tout comment vous travaillez ici à Nivelles, mais au point de ce qu'on voit dans certains endroits, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande, parce qu'il y a une crainte d'abus, etc., qui est beaucoup trop répandue dans l'opinion publique alors qu'elle est extrêmement faible dans le champ des personnes en difficulté, qui est qu'il faille toujours plus prouver son état de pauvreté pour pouvoir être aidé, accompagné. Mais je pense que c'est important aussi de le comprendre parce que quand je vous entendais tout à l'heure et vous parliez beaucoup de la reproduction et les familles vivent mal qu'on puisse nommer les choses comme ça. Je n'ai pas dit que vous le disiez de façon négative, mais c'est dur d'entendre ça parce que c'est un peu comme si on n'était pas capable de donner à la génération suivante les atouts qui font que... Mais quand on a effectivement des familles qui ont été dans la grande désaffiliation sociale, c'est donc bien ça que l'État doit faire. C'est quelle est l'intensité qualitative et quantitative durable que l'État va mettre en place au service des associations et des services publics pour pouvoir se dire... Il y a là un investissement intensifié qui doit se faire sur la durée, sur des années, pour précisément arriver à sortir tout à fait de la pauvreté. Et on est parfois, et on est dans une époque, et face à des mécanismes aujourd'hui, où on sent bien que toute une série d'associations sont sous tension quantitative, en termes de nombre de personnes, mais aussi sous tension de soutien structurel, de comment elles sont financées, etc. On le sait dans les CPS, j'imagine que c'est à Nivelles comme ailleurs, je n'en sais rien. Il y a toujours plus de monde et une diversité de types de demandes. Vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, vous décriviez très bien la diversité des personnes et des difficultés qui sont rencontrées. Et donc, quel est le temps qu'on peut consacrer aux gens? Quelle est la qualité du temps qu'on peut consacrer aux gens? Parce que malheureusement, ne pas disposer de tous les atouts pour s'en tirer dans la vie, ne pas bénéficier de l'ensemble du bénéfice des politiques structurelles dans la vie, ou parfois se prendre les pieds dans le tapis, ça provoque une chute compliquée, mais la reconstruction est lente et progressive. On est dans une société qui accepte qui n'offre plus beaucoup le temps, la durée, la progression, mais qui organise plutôt la gestion des personnes par paquet d'identification de problèmes qu'ils ont. Et ça, c'est problématique pour sortir de la pauvreté. Alors, au niveau de l'ouvre-boîte, en termes de... Pour reprendre un peu des éléments que Christine a dit, elle dit il y a un phénomène de mise sous tension. Christine, tu disais même il faut prouver son état de pauvreté. Est-ce que c'est quelque chose qu'à l'ouvre-boîte, tu constates? Et comment travailler avec les gens là-dessus? Alors, au niveau de prouver son état de pauvreté, tout d'abord, pour arriver à l'ouvre-boîte, déjà, c'est une démarche importante de la personne. Parce que il faut oser franchir la porte. C'est comme partout, c'est pareil au CPAS et c'est pareil au 80 dans le cadre d'un hébergement ou bien même dans le cadre de Solidon. Mais pour passer la porte de l'ouvre-boîte, c'est déjà une étape importante que la personne franchit. C'est pour ça que nous, on se veut pouvoir mettre en place un accueil le plus adapté possible. Alors oui, c'est certain, et je pense que c'est important, et je pense que c'est dans toutes les associations comme ça. Il y a un questionnement qui est fait, et un travail qui est fait avec la personne qui veut bénéficier des services, pour voir si elle en a réellement besoin, pour éviter aussi les abus, pour éviter le principe de
c'est vrai qu'au final, j'irais peut-être bien aussi bénéficier de l'épicerie sociale qui est mise à disposition. J'irais peut-être bien bénéficier aussi du principe de Solidon parce que, allez, pourquoi pas? Si les autres peuvent, pourquoi pas moi, alors que je m'en sors? C'est pas du tout le but dans une telle association. Donc, on essaye de voir d'où la personne vient, sans rentrer dans les détails de son passé. On veut pas savoir qu'est-ce qui l'a amené à la pauvreté, mais on essaye de savoir qu'est-ce qu'elle a comme bagage. Là, maintenant, on parlait tout à l'heure, justement, Madame Maillot parlait tout à l'heure du sac à dos qu'elle avait. Mais qu'est-ce qu'elle a dans son sac? Qu'est-ce qu'elle a actuellement avec elle? Comment on peut l'aider à s'en sortir? Et on travaille dans la personne dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on va essayer d'établir avec cette personne un profil budgétaire, une aide budgétaire, comment gérer correctement son argent au mois par mois en bénéficiant des services et des structures de l'ouvre-boîte, comment pouvoir l'aider et comment bénéficier. Oui, on prend également en compte le nouveau système actuel, l'abonnement de GSM doit être pris en compte pour la personne parce que maintenant c'est vital aussi. Le paquet de cigarettes pour la personne qui est fumeur, oui, on ne va pas lui demander de changer sa vie et d'arrêter de fumer du jour au lendemain pour pouvoir bénéficier des services de l'ouvre-boîte. Donc, pour accéder à nos services, c'est très large, c'est très ouvert. De un, il faut oser le faire. Et de deux, on veut nous garder l'authenticité de la personne et lui permettre de rester elle-même sans devoir se priver absolument, quoi. J'avais peut-être une question. On parlait tout à l'heure de l'invisibilité des gens précarisés ou pauvres, on peut le dire. Comment est-ce qu'on peut estimer du coup le nombre de personnes qui ne passent pas à travers vos services? Enfin, plus ou moins, je suppose qu'on... Mais au niveau fédéral, donc il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre la Wallonie et la Flandre, puisqu'on le voit déjà au niveau du taux de chômage. Mais en moyenne, c'est 15,5% des personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté. Avec, quand on voit les statistiques, en plus de femmes que d'hommes. Et voilà, mais c'est vrai que il y a des personnes qui sont pauvres et qui... pour en revenir au CPS et par rapport au contrôle qu'on peut faire et l'enquête sociale qui doit être faite, il y a deux choses. Ou bien la personne vient chez nous au CPS pour avoir un RIS, ça veut dire revenu d'intégration sociale, ou bien une aide sociale. Si c'est pour un RIS, l'enquête est très simple, c'est simplement l'état de besoin de la personne. Est-ce qu'il y a des ressources, pas de ressources et compagnie. Donc on doit savoir si c'est pourquoi est-elle dans cette situation, mais sans plus. Donc sanction chômage, suspension chômage, perte de travail, bien aller au chômage, mais avec les pièges à l'emploi, il y a un chômage pas complet puisqu'il a travaillé à mi-temps. Donc nous on donne le complément pour arriver au minimum garanti par le CPS. Et après il y a les aides sociales, qui peuvent être diverses. Ça veut dire aide pour payer une facture d'eau, payer une facture d'électricité, une facture de gaz, demander un réquisitoire pour aller à l'hôpital, pour aller chez le pharmacien, pour aller chez le médecin. Et donc, quand c'est ce cadre-là de l'aide sociale, l'enquête peut être beaucoup plus importante. Et alors, on établit un budget beaucoup plus précis. Et alors, il y a des priorités dedans, ce sont le loyer, la nourriture, les fluides. Et alors après, il y a tout le reste ensuite qui vient. Mais, comme dit Gaëtan, on doit tenir compte des choses qui sont inévitables. Un GSM, un paquet de cigarettes, et puis la vie de la personne. Et donc, en général, pour établir un budget, nous, on calque au CPS sur 200 € par mois de budget pour la nourriture, et équivalent-il parfois avec l'hygiène et le vêtement. Ça dépend un peu du budget. Et alors, là-dedans, on remarque inévitablement que, malgré les ressources, ils sont en négatif. Donc, inévitablement, on doit trouver des solutions. Et c'est comme ça que parfois, ponctuellement, on les envoie chez Solidon pour avoir des colis alimentaires pour dégager un peu de crédit. Ou bien alors, on leur octroie des aides pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois via colis alimentaires de l'ouvre-boîte. Il faut savoir que le budget CPS pour les colis alimentaires via l'ouvre-boîte, c'est 8 000 à 10 000 € par an, sur fonds propres du CPS. Voilà. Donc, heureusement qu'on a les colis alimentaires gratuits du Solidon pour compléter et pour diversifier également l'aide alimentaire. Nous avons également des chèques Colruyt, parce qu'au chèque Colruyt, on peut tout avoir sauf les cigarettes et l'alcool, mais ça permet également d'avoir des pampers, des trucs corporels d'hygiène pour pouvoir survivre. Donc voilà, et des produits frais. Donc, nous, on diversifie beaucoup. Et alors, je veux dire aussi, je souligne également le partenariat que nous avons avec le Petit Chemin, grâce au Lions Club qui octroie qui soutient l'ASBL et qui permet d'avoir des repas gratuits au Petit Chemin. En même temps, pour la personne qui reçoit ces repas, ça permet également de tisser des liens sociaux, du lien social en retrouvant une certaine, rencontrer d'autres personnes que de revivre dans son environnement très, très, très restreint. Voilà. Christine Maï, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Oui, par rapport à la question d'origine, parce que là, il y a l'explication à l'intérieur d'une institution, de l'institution CPS, mais par rapport à la question, la visibilité,
En fait, il y a des recherches maintenant qui montrent et qui commencent tout doucement à être faites sur la Belgique, mais qui ont été faites en France, qu'il y a énormément de gens qui ne recourent pas à des droits auxquels d'évidence ils pourraient accéder pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a des chercheurs belges qui ont identifié à plus ou moins 60% de personnes qui pourraient se rendre vers le CPS pour accéder à certains droits et qui n'en font pas la démarche ou pour toutes sortes de raisons qui renoncent à en faire la démarche. Alors ça peut être je ne suis pas au courant, ça peut être les bruits qui courent qui font qu'on se raconte dans la société que ça sert à rien d'y aller, on n'aura pas droit. Par exemple, je suis propriétaire d'une maison, ça sert à rien que j'aille, j'aurai pas droit. C'est pas nécessairement vrai. Il y a une loi, il y a des règles, il y a un calcul qui permet de pouvoir être aidé, etc. Mais ça peut être aussi, et j'ai pas du tout dit que c'était le cas ici, ça peut être aussi des gens qui sont découragés parce que les contacts face à des institutions ont été rudes, ont été difficiles, ils n'ont pas été bien compris. Quand on est dans la difficulté, parfois on dépose ces choses, parfois avec un peu de force, etc. Je ne parle pas de force physique, dans la manière de dire, etc. Et donc on finit par renoncer. Ça peut être parfois dans certains CPS, malheureusement il arrive qu'une personne fasse une démarche et que sa demande ne soit pas actée officiellement, et donc la personne croit que sa demande est en cours et puis ça n'avance pas et donc elle ne va pas y retourner. Ça peut être toutes sortes de raisons, et ça peut être aussi, et ça existe beaucoup aujourd'hui malheureusement, des personnes qui de moins en moins ont envie d'aller vers les institutions pour se faire aider, parce qu'il y a un climat ambiant qui fait porter la responsabilité individuelle de l'état de pauvreté que les gens traversent. On sait bien qu'il y a un climat ambiant pour le moment, qu'il y a une certaine violence à l'adresse des gens qui n'ont pas de travail en disant s'ils voulaient, ils pourraient, ils n'ont qu'à chercher mieux, de culpabilité. La même chose avec des personnes qui peuvent bénéficier du risque. On entend statistiquement on veut nous dire, enfin statistiquement c'est pas vrai, mais on veut nous dire qu'il y a de l'abus, qu'il y a de la fraude sociale, etc., etc. Donc il y a des gens qui disent moi je ne veux pas faire partie de ce paquet-là. Et puis il y a aussi des gens qui aujourd'hui questionnent l'entièreté de la société en se disant mais je ne me reconnais pas dans cette société-là qui ne me permet pas d'accéder à des droits, qui veut me contraindre à aller vers un travail qui n'a pas de sens sur ce qu'il représente pour moi, ou qui va me faire travailler trop peu d'heures pour un salaire très bas et me mettre en difficulté. Comment ça se fait qu'il y a une politique de logement qui ne me permet pas d'y accéder? J'entends qu'ici sur Nivelles vous êtes à 11% chapeau, mais il y a bien des communes wallonnes qui devraient s'inspirer et y aller activement parce que ça coûte cher, etc. Donc il y a pas mal de non-recours. Ça, c'est une forme d'invisibilité importante qui existe, bien au-delà du fait simplement d'avoir l'information du droit. L'information est une cause, mais c'est pas du tout la seule. Alors, petit moment, petit cadeau qu'on reçoit au sein de notre émission ici, Soyons Curieux. Eh bien, on a un invité par téléphone. Thierry, de qui s'agit-il? Eh bien oui, un petit bonus, Patrick, il s'appelle Paul Herman. Vous l'avez peut-être connu il y a quelques années à RTBF. Il était un chroniqueur assidu, je pense, vers 18h. Et donc, il y a une petite chronique que nous offre Paul comme un cadeau, qui s'appelle le Cube. Eh bien, on écoute. Bonjour Paul. Eh bien, bonsoir à vous. Donc, tu vas nous offrir une petite chronique. Je vais essayer de faire ça, en tout cas. Bonjour à tout le monde, à Christine aussi. Voilà, j'imagine que bien des choses auront déjà été dites. Je viens tard, hélas, déposer mon obol dans votre caisse de résonance. Et je suppose qu'on aura beaucoup dit déjà de l'indigence et de l'indécence. De l'indigence du propos sur les mécanismes de la pauvreté, de l'indécence qu'il y a à prétendre les résoudre par un versement à Noël sous le sapin pour les gamins. Vous aurez déjà, j'imagine, parlé du glissement de la solidarité vers la charité. Vous aurez causé du remplacement de l'État par ses citoyens. Vous aurez évoqué la fuite de la responsabilité par le bas. Vous aurez parlé de l'individualisation de la pauvreté. Vous aurez abordé la question du pauvre comme entrepreneur de lui-même et de sa famille. Vous aurez causé d'une impossible médiatisation de la pauvreté telle qu'elle est visible et non pas telle qu'elle est montrable. Vous aurez démonté le slogan même de l'aventure, cette pauvreté qui ne se voit pas, et il faut vraiment ne l'avoir jamais vue pour croire cela et pour oser l'énoncer en si gros caractère. Vous aurez même dit que oui, quand même, toutes choses n'étant pas égales, les sous que rapporte cette opération, ils sont quand même bien utiles maintenant que les subventions du social, on sait bien, pour les subventions du social, c'est comme pour les droits, c'est très relatif devant l'État social actif. Peut-être même que quelqu'un
en aura causé de l'État social actif. L'État social actif, depuis qu'il a admis qu'il n'y avait décidément pas assez de travail pour que les précarisés soient obligés d'en trouver un, il s'est dit qu'il y avait un truc que les pauvres pouvaient quand même faire pour manifester leur bonne volonté de s'intégrer dans cette société dissociée, c'était de travailler gratuitement sous forme de bénévolat pour remplacer des tas de petits métiers que d'autres précaires exerçaient ici et là et qu'on n'aura donc plus à payer pour le faire puisqu'il y aura des gens qui le feront gratuitement pour toucher leurs allocations. L'État social actif, il est malin. Il sait comment stimuler la concurrence entre les plus fragiles et il sait qu'il pourra toujours compter sur des idiots utiles, c'est-à-dire les mêmes précaires, les mêmes fragiles, les nous autres, les presque nous autres, pour pallier ses manques et ses inconséquences. Il sait bien, l'État social actif, que les gens vont chercher leur salut chez ceux qui les tuent. Un pauvre ne rassure pas d'être pauvre. Un riche, oui. C'est comme ça que cette opération fonctionne. S'il n'y avait pas les pauvres pour aider les pauvres, ce cube tournerait carré. Pour le dire autrement, si on attendait que les riches versent des sous, les 3 cloups dans le cube pourraient dormir encore longtemps sur leurs triples oreilles et je nomme pas cher de leur anorexie. Et c'est pas le spectacle très écœurant d'échecs apportés par des banques ou des ministres qui changera la donne. C'est l'obole que le puissant verse par reconnaissance de la sueur dépensée. Celle qui fait que le pauvre sent le pauvre, car si le pauvre se voit, il se sent aussi. Le pauvre, il sent la peur de rester pauvre. Il y a 10 ans, on me demandait un travail. Il y a 5 ans, on me demandait un logement. Aujourd'hui, on me demande à manger. Et demain, on va me demander quoi? C'est un travailleur social qui me disait ça l'autre fois et je lui ai répondu, je pense bien qu'on te demandera comment tu as perdu ton emploi. Et maintenant, je pourrais presque lui préciser que ça serait peut-être bien à cause d'une opération comme celle-ci qu'il perdra son travail. Car à quoi ça sert des gens qui ne peuvent plus trouver d'emploi pour les gens, qui ne peuvent plus trouver de logement, qui ne peuvent presque plus trouver de colis d'aide alimentaire, alors qu'un peu d'imagination, les amis. 3 jours enfermés dans un cube et le tour est joué. Et à l'année prochaine, la pauvreté infantile. D'ici là, couvre-toi bien, la pauvreté infantile. Nous reviendrons sur cette place ou sur une autre. Nous voyageons de ville en ville, un jour ici, un jour ailleurs. La route est notre domicile. Car tu vois, c'est l'imagination qui manque au secteur social. À SDF à la rue, ça n'intéresse personne. À SDF qui devient PDG d'une start-up, ça les gars, ça c'est de la story, c'est de la success story, c'est de la story feel good, un truc super à Noël. Et tu vas voir en passer des tonnes d'histoires comme ça dans les jours qui viennent qui prouvent que oui, le social, c'est surtout une affaire d'imagination, pas de subvention. Même le service public a compris ça. Alors tu vois à combien d'années-lumière il se balade, ton travailleur social, qui se demande ce qu'on va lui demander demain et à quoi il va devoir répondre qu'il n'a pas de réponse. Le service public, heureusement qu'il compte dans ses rangs des gens pleins d'idées et de pragmatisme. Francis Goffin, l'homme aux 397 000 € de salaire brut annuel, le directeur des radios de la RTBF, organe de service public, est le père de cette opération Viva for Life. La chose dont il est le plus fier, dit-on, depuis sa prise de fonction. Le cube, c'est son bâton de maréchal, si on ose dire. Mais on ne parle pas des absents. Mais c'est un bâton de maréchal merdeux. Pardon, j'avais promis qu'on ne parlerait plus des absents. Un bâton merdeux. Vous le prenez d'un côté, vous vous en mettez plein les mains. Vous le prenez de l'autre, vous vous en mettez plein les mains également. Francis Goffin a expliqué l'autre fois dans le soir le pourquoi du comment de ce cube qui est là pour faire des ronds. Il dit à peu près ceci, j'ai pas les mots sous les yeux, mais je cite honnêtement, à 2 ça aurait été trop compliqué, à 4 trop facile, à 3 je voulais les mettre dans des conditions de stress équivalentes à celles que vivent les enfants pauvres. On comprend pas très bien le lien qu'il y a entre être 3 et vivre le stress des enfants pauvres, qui ne sont quand même pas que 3, mais c'est ainsi, c'est dit ainsi. Et c'est effectivement à l'image de ce que nous vivons à chaque seconde de notre temps médiatique désormais. Les conséquences sont déliées des causes. Les causes ne nous intéressent pas. Seules les conséquences sont belles. À SDF à la rue, ça intéresse personne. À SDF qui devient PDG d'une start-up, ça, les gars, c'est de la story. Et même de la success story, etc., etc. Si j'étais démagogue, mais je le suis pas. Si j'étais journaliste, mais je le suis plus. Je pourrais dire que le salaire brut annuel de l'initiateur de cette opération représente un peu plus du 10e de la somme récoltée l'an dernier par le cube. 3 450 000 € récoltés l'an dernier pour 397 000 € de salaire brut. Mais établir cette comparaison, j'en conviens, serait considéré comme une attaque indigne et malhonnête, car chez une personne, et surtout en ces périodes de Noël, ce qu'il convient de souligner, c'est pas la fortune, mais la générosité. Et il est effectivement très généreux de penser aux pauvres quand on est plus riche qu'eux, surtout quand on travaille dans le service public, et qu'on aide par là même le service public à comprendre enfin que là aussi les subventions, c'est un peu du passé, un peu de bénévolat, un peu de privation, un peu de privatisation, un peu de bonne volonté et surtout beaucoup d'imagination. Voilà ce qu'il faut au service public. Cette opération qui dit que la réponse à la pauvreté, c'est la charité, dit beaucoup en effet de ce que le service public pense de ses missions et de son avenir. Ce cynisme-là passera Noël et aura 1 an de plus l'année prochaine, comme aurait dit Johnny. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez parlé de ça aussi, alors je l'ai fait des fois que vous auriez oublié. Je
Je voudrais terminer avec ceci qui est autre chose, mais la même chose, les amis, car de ça, je suis certain que vous n'avez pas causé. Hier, dans mon quartier, c'était tellement le matin qu'il faisait encore noir, on a coupé les arbres de la place. C'était une petite place avec quelques bancs et des arbres bien pratiques pour procurer un peu d'intimité aux gens qui venaient là, des sans-abri par exemple. Les gens du quartier se battaient pour ces arbres et pour la vie qu'il y a autour, sur les bancs, dans les cafés, dans les petits bistrots populaires, parce qu'ils voyaient bien que ce qui se bâtit pour l'instant dans les environs, c'est des appartements qui se vendent en disant d'eux-mêmes qu'ils sont exclusifs et inclusifs et qu'ils sont construits un peu plus de 300, pas dans les prix de personnes du coin. Alors, couper des arbres, virer des cafés populaires, c'est la même chose que ce dont vous parlez. C'est de la pauvreté qu'il s'agit, c'est de comment on la fabrique, c'est de comment on la génère. Et j'espère bien que personne n'aura l'idée de venir sur ma petite place avec un cube pour payer 3 feuilles à un platane. Allez, que tout ça ne nous abatte pas les amis, et comme on dit chez moi, un bon restant. Tout grand merci Paul Herman pour cette magnifique chronique, et je vais d'ailleurs en profiter directement pour faire réagir nos invités. Didier ? Par rapport au manque d'imagination de l'associatif, effectivement, j'ai un petit peu du mal, parce que la naissance, effectivement, c'est pas évident avec les moyens qu'on a, et on peut dire, il n'y a pas de subvention, soyons clairs, par rapport au projet Solidon, par rapport au projet Avec Toi, dont je n'ai pas parlé. Ce sont des initiatives avec les moyens du bord, qui répondent à des problèmes identifiés lors du séjour, et qui s'inscrivent effectivement dans une dynamique partenariale locale. Alors évidemment, j'entends bien tous les arguments développés par ce monsieur, mais là, effectivement, j'ai un petit peu plus de mal. Moi, par rapport à plutôt l'action, les questions sur l'invisibilité des personnes, je trouve qu'il manque à un moment donné, nous sommes effectivement, nous tous ici, dans le curatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a décelé un problème, où le problème est arrivé à nous et nous agissons. Mais il y a peut-être moyen, à un moment donné, de développer en Belgique une action préventive. C'est-à-dire, il y a plein d'acteurs qui, à un moment donné, ne sont pas forcément des acteurs sociaux, mais qui rentrent effectivement dans l'intimité des gens, qui rentrent dans leur milieu de vie, et c'est ce que j'appelle l'accompagnement en milieu de vie. Et là, on se rend compte qu'on peut être, nous on développe ce qu'on appelle à ce moment-là des espèces de toiles d'araignée, c'est-à-dire de recréer autour des personnes des réseaux, hein, simplement le nom d'un voisin, le nom d'un médecin, le nom d'une association, et de retravailler effectivement, de lutter contre cet isolement social et ce renfermement, et de plus en plus effectivement d'essayer de faire sortir ces personnes de leur mur. Or, si vous regardez bien les politiques wallonnes, il n'y a pas. Vous avez de l'accompagnement en milieu de vie au niveau d'une personne handicapée, vous avez de l'accompagnement en milieu de vie au niveau de l'aide à la jeunesse, et puis tout d'un coup, quand on passe dans le monde des adultes, là, on se rend compte qu'il y a un grand vide, un vide sidéral. Si ce n'est peut-être effectivement au niveau de l'hébergement des personnes en difficulté, où là vous avez ce qu'on appelle une dynamique d'accompagnement en post-hébergement, mais avec, désolé pour l'interlocuteur précédent, des moyens dérisoires. Il faut quand même payer les membres du personnel qui accompagnent en milieu de vie. Et là, on se rend compte qu'il y a effectivement une action à mener. Je sais très bien, j'ai fait quelques années de CPS en tant qu'assistant social, c'est pas évident non plus d'aller à la rencontre de ces personnes qui sont dans un isolement, parce qu'effectivement, ils ne sont pas connus. Alors, c'est parfois peut-être l'aide familiale, c'est parfois une infirmière, c'est parfois un médecin de famille. Et comment créer à un moment donné un réseau qui permette à un moment donné, effectivement, de se dire, de dédramatiser la pauvreté, mais en tout cas, de lui donner une image, parce qu'effectivement, elle est multiple, cette image. Hein. Elle peut concerner l'insertion professionnelle, elle peut concerner les difficultés familiales, elle peut concerner plein de choses. Et de voir effectivement comment on pourrait travailler ce côté préventif. Parce qu'effectivement, nous sommes, nous tous, actuellement dans le curatif. Et nous faisons preuve d'imagination vraiment pour répondre à la diversité. Parce qu'on oublie la question de la santé mentale. Mais c'est vrai que quand vous avez au service Solidon, où c'est quand même une personne à mi-temps actuellement qui accueille les personnes pour remettre les colis, des personnes en grande souffrance mentale, mais là aussi vous vous retrouvez face à des grandes difficultés, c'est-à-dire un personnel qui doit être qualifié, mais aussi des réactions des personnes qui sont vraiment parfois très très compliquées à gérer. Donc ça, ce sont toutes des réalités. Et effectivement, il y a une telle implication et imbrication finalement des carences de certaines politiques que l'on se retrouve, nous, à gérer finalement toute une série de problématiques qui ne relèvent pas forcément de nos compétences. J'aimerais rebondir sur la toile d'araignée dont parle Didier. Donc, pour en revenir à la précarité infantile, donc depuis 2015, au CPS de Nivelles, on a mis en place plateforme précarité infantile, enfants tous en chaîne. Et donc, le principal objectif de cette plateforme précarité infantile, c'est de mettre tout le monde en réseau. Ça veut dire qu'on essaie de contacter tout le monde pour que tout le monde se rencontre, pour que tout le monde sache un peu qui fait quoi, comment et où. Et comme ça, quand un des membres de ce groupe qui viennent nous rencontrer régulièrement pour des petites conférences, des rencontres avec d'autres institutions, ils se connaissent et donc on peut directement déceler et envoyer la personne au bon endroit. Et donc,
qui vient à cette plateforme? Eh bien, il y a l'ONE, il y a les PMS, il y a parfois la direction d'école, il y a l'ouvre-boîte, il y a les 4 vents, et comme ça, on discute ensemble. Et là, on aborde des thèmes liés à l'enfance ou à l'adolescence, peu importe. Et on a déjà travaillé et on a déjà fait des conférences, c'est de midi à 14h, sur, par exemple, la tribune de la famille, ou bien sur des conférences à sujets tels que la phobie scolaire, d'où vient-elle? Parce qu'il y a aussi une raison pour laquelle les gens ont peur de l'école, c'est pas spécialement parce qu'on n'est pas bon en maths ou mauvais en français, c'est tous les antécédents familiaux qui font que les enfants ont la phobie scolaire. Également l'ethnopsychiatrie, pour comprendre également pourquoi les gens réagissent et comment peut-on mieux les contacter et les aborder par rapport à une situation difficile. Et donc, on a également fait, par rapport à l'alcoolisme, des assuétudes, également comportement à risque des jeunes au niveau des assuétudes et au niveau de l'alcool, au niveau de la sexualité également. Donc, on essaie de mettre en réseau, que les gens se rencontrent pour qu'on puisse donner la bonne information au bon moment pour que la personne soit aidée de la meilleure façon. Voilà. Donc, on met des réseaux, on essaie autant que faire se peut. C'est vrai que l'école est un excellent relais pour dénoncer, pour trouver des solutions, mais il faut que l'école aussi sache où aller, quoi, parce que, oui, il y a peut-être ça, on va au PMS, oui, et après, c'est tout. Or, qu'on pourrait avoir un autre relais si les PMS et les écoles osaient aussi venir au CPS ou bien une institution pour pouvoir avoir de l'aide. C'est ça, vraiment l'importance du réseau, quoi. Réaction par rapport à la chronique de Paul Herman ou de ce qui a été dit juste à la suite? Rebondir sur ce qui a été dit aussi par Colette, et il a fini là-dessus, heureusement. C'est l'enseignement. C'est clair que pour moi, un des relais, et je presse pour ma chapelle étant enseignant, mais un des relais fondamentaux au niveau de la pauvreté infantile, c'est clairement l'enseignement. L'enseignant envoie ses élèves de 8h du matin à 15h30, 16h, 17h s'ils restent à la garderie. Et il n'y a rien à faire. La meilleure personne qui puisse connaître un enfant et les difficultés qu'éprouve un enfant, ça reste aussi l'enseignant après les parents directement et après la famille proche directe. Et en tant qu'enseignant, on constate et on remarque, et j'ai énormément de collègues dans différentes écoles qui, un jour ou l'autre, m'ont appelé en me disant « Écoute, j'ai un problème parce que cet enfant-là, il vient habillé 5 jours semaine en training avec les mêmes vêtements. » Alors c'est peut-être super caricaturé ce que je veux dire là, mais c'est vrai. C'est là aussi dans des cas comme ça qu'on peut déceler qu'il y a un problème, que ce soit de soutien de la part des parents ou d'attention de la part des parents aussi, des enfants qui sont là. Écoute, tu as toujours le même training, c'est un peu, mais oui, mais écoutez, je n'ai plus que ça à mettre parce que papa, maman n'ont pas d'argent pour acheter quelque chose de nouveau. Ou voilà, l'enseignant dans le maillage qu'il faut mettre en place et qu'on essaye de mettre en place, et c'est clair avec l'ensemble du secteur associatif, l'enseignement doit prendre une place beaucoup plus importante et beaucoup plus, beaucoup plus forte. Pour revenir à la chronique proactive. Merci. Pour revenir à la chronique que l'on a entendue, il y a une phrase que j'ai bien aimée, c'est que le pauvre s'occupe du pauvre. Et je trouvais que cette phrase correspondait totalement aussi bien chez toi, Didier, que chez moi. À l'ouvre-boîte, on a un système où on travaille avec une équipe de 5 personnes employées, APE. On prend l'aide à l'emploi comme on peut l'avoir. Ça ne subsidie pas la totalité des emplois, mais bon voilà, c'est déjà ça. Puis on a juste en dessous des équipes de bénévoles, une quinzaine, vingtaine de bénévoles. Et après, on a ce qu'on appelle des volontaires. C'est des gens qui bénéficient des services de l'ouvre-boîte, mais qui veulent donner aussi un petit peu de leur temps pour pouvoir aider à la cuisine lorsqu'on fait un repas, aider à aller chercher des meubles pour le magasin de seconde main, aider dans des petites choses de la vie courante ou s'aider entre eux. Eh bien, c'est ça. La phrase de la chronique, franchement, moi qui m'a interpellé par rapport à notre secteur, c'est clairement « le pauvre aide le pauvre ». C'est tout à fait ça. Je trouve que ça résume super bien l'action associatif de terrain direct dans nos petites associations. Au niveau du CPS, je pense que c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, même si certains éléments peuvent se mettre en place et s'aider, quoi. Alors, effectivement, juste avant de passer la parole à Christine Mailly pour une réaction par rapport à la chronique de Paul Herman, juste faire le lien avec l'émission juste avant où on était avec les directeurs de trois grosses implantations ici. Ils disaient aussi l'école doit fonctionner avec des bouts de ficelle. Et donc, il y a aussi un phénomène de précarisation, finalement, des structures qui ne sont pas nécessairement subventionnées au niveau pour pouvoir porter une série de choses. Christine, une réaction par rapport à la chronique de Paul Herman ? Oui, simplement un renforcement dans le propos apporté par Paul Herman de la mise en place de l'État social actif à un moment donné, qui a quand même fait basculer notre société vers un appauvrissement de l'ensemble de la chaîne de la population. On a aujourd'hui un appauvrissement des travailleurs, on a aujourd'hui un droit au chômage qui devient presque méritocrate, donc on n'a plus un droit au chômage qui est organisé par défaut d'emploi, mais on vise à essayer de dire que c'est la personne qui, à titre
titre individuel, n'a pas la capacité de s'adapter, n'a pas la capacité de se former dans ce qu'il faut, n'est pas assez courageuse, etc. Alors qu'on sait qu'il y a vraiment un problème de quantité et d'accès à l'emploi, mais que même quand de l'emploi est créé aujourd'hui, il y a énormément d'emplois à temps partiel. On sait qu'il concerne énormément de femmes. On sait que c'est des revenus qui permettent peu de vivre et que pour la majorité, c'est des emplois à temps partiel non choisis. Mais on voit aussi que dans la chaîne de la déconstruction du droit, on a le revenu d'intégration sociale qui, au fil des années, depuis le passage de l'état social actif jusqu'à aujourd'hui, est de plus en plus conditionné. On a des couches de manières de pratiquer l'application du revenu d'intégration sociale, non pas dans ces 6 règles pour l'accorder, mais dans la manière de le vérifier, de le contrôler. Aujourd'hui, quand on parle de travail gratuit et qu'on a introduit la notion de service communautaire, c'est-à-dire d'inciter les personnes à pouvoir faire du volontariat, autrement dit du travail gratuit, en contrepartie, en grosse partie du revenu d'intégration sociale, ça pose question quand même, parce que demain, ça va être les chômeurs qui on va faire du travail gratuit. On s'ajoute la couche des flexi-jobs, s'ajoute la couche peut-être demain de pouvoir faire du travail pour 500 € non contributifs à la sécurité sociale, à la caisse de la sécurité sociale, pour des personnes qui ont déjà de l'emploi, si jamais ça passe. Donc autrement dit, demain, vous verrez que dans l'associatif, si cette législation passe par exemple, il y aura moins d'emplois. Parce que demain, dans l'associatif, au lieu d'engager un comptable pour 2 associations, on prendra un pensionné comptable à 500 € par mois. Ça fera un emploi de moins et on aura moins d'argent qui va rentrer dans les caisses de la sécurité sociale. Donc je pense que ce qui est à retirer de la chronique de Paul, c'est la boule de neige qu'on voit qui se construit depuis la fin des années 70. Cette boule de neige qui en fait retire du droit. Et je pense que ce qu'il y a derrière le questionnement de Paul aussi, c'est de se dire, mais est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec l'emploi ou est-ce que c'est la politique d'emploi qui a un problème avec les gens? C'est pas la même chose, se poser la question dans ce sens-là. Est-ce que c'est les enfants qui ont un problème avec l'enseignement ou est-ce que c'est l'enseignement qui a un problème pour réussir avec tous les enfants? Est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec le logement ou est-ce que c'est la politique du logement qui, telle qu'elle est organisée tant sur le plan du logement public que sur le plan du logement privé, ne permet plus à tout le monde d'y accéder. Et on peut multiplier comme ça. Tout récemment, on a la question des maisons médicales, par exemple. Maisons médicales qui sont un des éléments, un des dispositifs maisons médicales au forfait, qui correspond particulièrement à une réduction du non-recours à la santé, et qui aujourd'hui sont questionnés sur leur accès au forfait. Donc, où on réduirait l'opportunité, en quelque sorte, de la gratuité d'aller se faire soigner. Donc, on doit quand même se poser la question sur plein de plans d'organisation de la vie structurelle, c'est-à-dire répondre aux besoins fondamentaux, se loger, se nourrir, aller à l'école, on pourrait ajouter la mobilité et la santé. Après, il y a encore plein de trucs, il y a la culture et tout ça, mais enfin, je veux dire ceux-là qui ne devraient plus être une préoccupation quotidienne et qui aujourd'hui sont devenus une inquiétude, pas seulement pour les plus pauvres, mais jusqu'à un très grand nombre de personnes. C'est plus que 15% qui sont dans cette situation. Quand on agglutine tous les éléments d'analyse de la pauvreté, on arrive pour la Wallonie à un bon 25%. Et derrière ça, il y a encore certainement une partie de la personne qui se cache. Donc on est quand même dans un temps sociétal d'inversion, en quelque sorte, d'une sorte de valeur dans la manière de gérer la société au profit de l'entièreté de la collectivité. Et quand on regarde en proportionnalité, pourtant, ce qui est investi dans l'associatif, qui est insuffisant, je pense que dans sa chronique, Paul voulait dire tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'imagination dans l'associatif pour essayer de pallier et qu'il y avait une attaque adressée au service public alors que il serait généreux. On doit se poser des questions. Vous parliez des points APE tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec une personne de cabinet en Wallonie qui disait les postes de travail soutenus par des points APE ne sont pas des vrais emplois. Alors je lui dis, c'est quoi des vrais emplois? Les gens, ils travaillent, et je lui dis, ils remplissent leur mission. Ah oui, mais comme il y a des subsides derrière, ce ne sont pas des vrais emplois. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai dit, tiens, mais moi, j'aimerais qu'on puisse mettre sur la table quelle est la somme d'argent qui est consacrée au point APE
combien d'emplois ça produit et donc combien de ménages ça fait vivre et quel est le service à la collectivité que ça rend en termes de bénéfices sociaux indirects. Et puis qu'à côté, on mette aussi sur la table la somme d'argent des subventions accordées aux entreprises parce qu'on a trop vite dit, et c'est ça aussi les taxes sociales actives, et c'est ça aussi la déconstruction aujourd'hui, l'impression que l'entreprise ne produit que de la richesse, et elle en produit, je n'ai pas dit qu'elle n'en produisait pas, et que le travail associatif et le service public coûtent et vident les caisses. Mais des deux côtés, on produit de la richesse. Mais il y a de la subvention aussi dans le monde des entreprises. Et moi, j'aimerais qu'on mette sur la table l'argent qui va dans le monde des entreprises et l'argent qui va, par exemple, pour les points PE dans l'associatif, et qu'on regarde le profit social qui est généré par l'un et par l'autre. Et donc, il y a des questions extrêmement importantes qui mettent en tension la société aujourd'hui. Mais il va falloir, et je termine sur ça, se poser la question, parce que combien de temps va-t-on créer le service de plus en plus à travers l'associatif, donc c'est dans le service public, mais de plus en plus dans l'associatif, et puis dans le bénévolat, dans le volontariat, etc., pour colmater les brèches par des réponses sparadrap. Et je ne critique pas le contenu du travail qui est fait, il faut bien m'entendre, je pense que vous le comprenez bien, par des contenus sparadrap, parce qu'on se refusera de réfléchir à une fiscalité juste, de réfléchir à du travail pour tous largement rémunéré, de réfléchir à une santé accessible, de réfléchir à une mobilité accessible, etc., au profit de tous. Sans ça, on va gérer de plus en plus de la dégradation. Et on gérera de plus en plus des humains qui vont mal. Et aujourd'hui, tous les services sont engorgés. La santé mentale est bouchée, l'aide alimentaire est remplie, les lieux d'hébergement sont complets, mais on doit à un moment donné se poser la question, les gens ne sont pas devenus plus malades mentaux du jour au lendemain. Les gens ne sont pas devenus plus pauvres parce qu'ils ont envie de devenir pauvres. Les gens ne sont pas devenus en difficulté de trouver un logement pour le plaisir de ne pas trouver de logement. Les gens n'ont pas voulu que leur facture d'électricité augmente. Donc il faut absolument réinverser la pensée. Et c'est ça la tension avec des opérations Viva for Life. C'est elles ne peuvent pas remplacer, camoufler et donner l'impression que c'est ça la réponse à une politique structurelle qui organise une société du lien social, une société de la cohésion sociale, une société du vivre ensemble et une société d'accès aux droits. Bien, dense tout ce que tu nous amènes, Christine, vraiment extrêmement intéressant. J'ai envie de rebondir sur les questions que tu as posées. Et je me tourne pour ça vers Colette. Ça fait partie des missions du CPS, le logement, l'emploi. Est-ce que c'est les gens qui ont un problème avec l'emploi ou est-ce que c'est l'emploi qui ont un problème avec les gens du point de vue d'un CPS? D'un CPS, nous, c'est très compliqué parce que ça dépend un peu à quel niveau on se trouve pour l'emploi. Nous, quand on reçoit les gens et qu'on les met à l'emploi chez nous, c'est une mission du CPS de les mettre à l'emploi. Que cette mise à l'emploi ne sera effective, possible que si seulement si la personne a le revenu d'intégration sociale. Et là, on a des démarches. Et on remarque aussi, on a dû faire preuve de créativité, effectivement, parce qu'on remarquait quand on mettait trop vite les gens à l'emploi, ça capotait. Et donc, on a dit pourquoi ça marche pas. Parce que ces personnes sont en tellement décrochage social et intellectuel et sociétal qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans le circuit du travail. Parce que même à l'emploi chez nous, même coaché et encadré, il y a une réglementation à respecter, arriver à l'heure, être habillé, respecter les réglementations si je suis malade, je préviens et compagnie. Donc on a remarqué qu'il y avait trop de décrochage. Donc on a dû mettre en place alors une cellule d'insertion sociale où là on travaille sur l'estime de soi et alors on a tout l'acheminement pendant 9 mois avec différentes cellules qui durent 3 fois 3 mois pour essayer de se remettre cette personne à l'emploi. Il est parfois possible aussi qu'après ces 9 mois, la personne ne soit pas encore prête d'être mise à l'emploi. On remarque aussi que les personnes qui viennent au risque chez nous, ce sont des personnes qui ne sont pas diplômées, qui n'ont parfois même pas leur CEB. Et donc, c'est très compliqué après de les remettre dans le circuit et d'essayer de les aider à éventuellement faire, via le jury central, un autre diplôme pour accéder à autre chose, pour ouvrir d'autres droits. Mais malgré tout, il y a des personnes qui sont de très bonne volonté, qui n'ont pas de qualification, mais qui sont très courageuses et qui alors s'en sortent et retrouvent leurs droits au niveau du chômage. C'est aussi un piège, parce qu'on leur permet de retrouver leurs droits au niveau du chômage via 1 an, ou bien 2 ans, ou bien 18 mois, selon l'âge de la personne. Mais parfois, ils font le retour, parce qu'ils retombent au chômage, ils n'ont peut-être pas été suffisamment, alors là, encadrés par rapport à leur période de chômage, pour retrouver un autre emploi. Et comme ils n'ont pas le bagage intellectuel nécessaire, ou bien de formation, ils ne savent pas suivre les formations. Donc, retour à la case départ, chômage, sanction, terminé, hop, on est reparti au CPS. Alors, dire qui a le problème avec l'emploi ou vice-versa, c'est très compliqué à dire, mais c'est vrai qu'il y a un système de mise en emploi qui n'est pas toujours efficace. Et on pourrait dire aussi qu'il y a un problème vis-à-vis de l'emploi parce que les gens sont mal éduqués et mal instruits aussi, et pas suffisamment formés, voilà.
Et pour compléter ce que tu disais par rapport à l'article 60, petite anecdote, je suis moi-même directeur d'un centre régional d'intégration ici sur le Brabant wallon, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui gèrent les articles 60, et articles 60 et 61, et qui m'a dit, voilà, on peut vous mettre quelqu'un à disposition pour qu'il retrouve ses droits au chômage. Voilà, c'était l'objectif était là, même pas une dynamique de remise à l'emploi. Ces personnes c'est quand même qui assez viennent, étonnant. mais les gens sont comme ça aussi. Ils veulent parfois le risque pour ouvrir un droit. Hein. Donc ils veulent dire, ils s'imaginent de venir au CPS, ils vont ouvrir un droit et puis non, il y a une filière. Hein, donc voilà. Oui, mais ça montre l'état d'esprit d'un assistant social qui accompagne ces personnes. Ce n'était pas la personne elle-même, c'était bien l'assistant social qui donc ne mettait pas les choses en perspective vis-à-vis d'un emploi, mais simplement de toute façon, raccrocher. Après un an, quand il a fini son stage, il va d'office au chômage. Alors c'est à vous à l'engager alors après pour qu'il puisse continuer à avoir un travail durable. Parce que nous, le contrat est terminé. Donc. Oui, ou valoriser une expérience qui va lui permettre d'ouvrir des portes. Parce oui, que, arrive, et je renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, le travail, c'est le réseau aussi. C'est le fait de rencontrer, d'avoir des contacts et donc d'avoir des opportunités qui s'ouvrent. Nous avons des exemples très concrets, avec la ville. On collabore beaucoup avec la commune de Nivelles. Donc on met des articles 60 à disposition à la commune de Nivelles. Eh bien, certains d'entre eux, même une bonne partie d'entre eux, sont réengagés. Et il n'y a pas que des personnes qui sont sans qualification. Il y a des personnes qui ont gradué un bachelier en droit, et bien qui ont été engagés. Donc il y a des perspectives aussi, hein, pour autant que la personne accroche et s'investisse, quoi. Voilà. Donc c'est pas toujours un échec. Et loin de là, on est quand même très fiers qu'il y a quand même beaucoup de positifs par rapport à l'emploi après un article 60. Mais c'est dessous des pièges à l'emploi également. Radio27.be, bien entendu. Annabelle, il me semble que c'est un jingle d'une de nos chroniques. Oui, alors c'est la deuxième petite surprise qu'on vous a préparée. Donc je ne sais pas si vous connaissez la musique qu'on vient de passer, ça vous dit sans doute quelque chose. J'espère. Oui, mais attention, Colette. Hop, attention. Alors, les deux garçons pour... Un biscuit à celui qui a la bonne réponse. Oui, bravo, c'est les petits papiers, effectivement, de Régine. Les petits papiers. C'était plus vif. Alors le concept du jeu, c'est assez simple. En fait, on va tourner les pages de de notre gros livre. Gros dictionnaire, hein. De notre gros dictionnaire. Et l'un d'entre vous, on peut faire un buzz chacun, nous dit stop. Patrick s'arrête. Et au hasard, choisit un mot. Et là-dessus, on vous demande une réaction, quoi. Voilà. Et c'est Annabelle qui va choisir le mot, attention. Tu es prête, Annabelle? Oui. Voilà. Stop. Et alors le mot assistana. Assistana. Qui a envie de réagir par rapport à ce mot-là? Assistana. Je vois que ça réfléchit. Oui. C'est un mot... L'assistana est un mot qui est souvent, trop souvent, mal connoté. Dans le sens qu'on prend le mot assistana comme étant un mot où les gens font preuve d'assistanat, ils doivent tout le temps être aidés pour tout, on ne sait pas, ils ne savent pas se débrouiller tout seuls. Actuellement, avec tout ce qui est mis en place, Internet, les GSM, on sait faire tout seul, on n'a plus besoin de l'aide de personne. Et très souvent, j'entends les gens dire, ceux qui bénéficient soit d'un CPAS ou bien des services d'une institution ou du chômage, c'est des gens qui sont assistés. Ils ont l'assistanat qui est là. Et alors que l'assistanat, c'est quand même... pour moi, de base, simplement l'aide, la solidarité entre les personnes, c'est aussi ça. C'est aussi ça qui peut marquer une certaine aide et une certaine présence mutuelle pour les autres. Je reviens encore à la phrase du chroniqueur tout à l'heure parce qu'elle m'a vraiment interpellé. Le pauvre qui aide le pauvre, c'est ça aussi de l'assistanat. C'est s'aider des autres, des forces des autres pour pallier à ses faiblesses. Mais il a sa raison là, il peut être que ponctuel. Hein. De toute façon, parfois, on ne sait pas faire autrement que d'assister les gens, puisqu'il redonne une structure et de l'aide, ne fût-ce que ce soit psychologique ou bien financière, on doit les aider pour essayer de retrouver une structure. Mais on espère que ce ne soit pas perpétuel, quoi. Donc que ce soit vraiment ponctuel pour pouvoir aider ces personnes à pouvoir rebondir et pouvoir achever leur chemin et continuer leur chemin. Mais c'est vrai qu'assistanat existe, mais il a sa raison d'être. Sans ça, on ne l'avancera pas. L'assistanat, pour moi, à deux niveaux, effectivement, je te rejoins, Gaëtan, par rapport au fait que c'est connoté négativement. Or, moi, je dirais plutôt un accompagnement adapté avec des objectifs sur le long terme. Ça, c'est vraiment ça. Effectivement, l'assistanat peut
concevoir comme étant, il va être constamment dépendant d'une structure. Non, la structure, dans son travail, elle doit veiller à un moment donné, quel qu'elle soit, un public ou effectivement associative, elle doit veiller à un moment donné à libérer la personne des liens qu'elle a créés avec l'association. Et là, c'est parfois effectivement dur, parce que les personnes reviennent, alors différemment. Hein, donc là, je rejoins effectivement toute la question de l'esprit de soutien entre eux. Il faut savoir que la maison d'accueil, j'ai beaucoup parlé de Solidon, très peu de la maison d'accueil. La maison d'accueil, on a une logique communautaire. C'est très très intéressant, puisque dans cette logique communautaire au niveau de l'hébergement, vont se retrouver dans la maison d'accueil des jeunes, des moins jeunes, des gens avec une expérience de vie difficile, des gens avec une expérience de vie comme vous et moi, qui sont des accidentés, hein, des gens qui ont effectivement, qui reproduisent, on va dire, je sais pas du mot reproduire, excusez-moi, qui sont là depuis plusieurs générations, et vous allez avoir à ce moment-là une forme d'émulsion. Un ancien qui va accompagner un jeune pour faire la cuisine. Donc, et ce n'est pas l'assistanat, c'est effectivement un accompagnement qui se fait spontanément, humainement, et aussi en dehors des murs. C'est-à-dire qu'en dehors des murs, ils continuent à créer des liens entre eux. Et donc ça, c'est super intéressant quand ils s'installent sur la ville de Nivelles, en tout cas. Et on a, pour l'instant, c'est assez illustratif, qu'on est en train de préparer Noël, c'est bientôt. Mais c'est clair que des anciens commencent surtout les isolés, viennent frapper à la porte. Et quelque part, ils sont en train de demander aussi un temps de présence ou un temps de soutien, parce qu'il y en a qui sont simplement venus faire un peu de manutention à la maison d'accueil, une forme de reconnaissance, effectivement, de l'aide qui a été apportée, mais dans une durée déterminée. L'essentiel étant de garder un lien aussi, de quand même s'inquiéter par rapport à leur devenir, mais de ne pas être intrusif dans leur accompagnement sur le long terme. Christine, tu veux dire quelque chose par rapport à ce mot assistanat en quelques mots? Oui, on puisse passer au deuxième mot. Oui, en quelques mots. Je vais vous dire une phrase qu'une militante a dit un jour. La pauvreté, c'est l'intelligence à temps plein, c'est sans repos. Et je pense que c'est le contraire de l'assistanat. Je pense que, et c'est le contraire de la responsabilité individuelle. Je pense que les gens qui sont dans la pauvreté, tous, alors on va toujours me dire non parce que, mais tous, font le mieux qu'ils peuvent pour traverser la vie comme tout le monde, avec les richesses dont je parlais tout à l'heure, le sac à dos dont ils disposent. Mais le mieux possible, c'est pas nécessairement ce qu'ils souhaitent, ni ce qui est souhaitable aux yeux de la société, mais c'est quand même le mieux possible. Et je pense qu'ils vont bénéficier d'une série d'aides et de ressources qu'ils vont activer par eux-mêmes, qui parfois vont leur être imposées, qui ne vont pas choisir, ou bien ils vont aller chercher un type d'aide dont les conditions d'organisation ne vont pas leur convenir, mais ils vont s'y soumettre parce qu'il faut bien. Et ils vont intégrer tout ça dans leur vie parce qu'il faut bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une manière d'organiser l'aide de façon tellement morcelée et conditionnante, avec toute la bienveillance malgré tout qu'on veut y mettre, mais conditionnée, etc., eh bien que les gens sont obligés aussi de voir comment ils vont s'en tirer à fréquenter plusieurs services. Et donc, il y a d'autres militants qui vont vous dire, quand le CPS passe, il faut que je montre le frigo vide pour prouver que je suis suffisamment appauvri pour pouvoir être aidé. Quand le service d'aide à la jeunesse passe, je vais devoir montrer le frigo plein pour montrer que je suis suffisamment capable de bien alimenter mes enfants. Aujourd'hui, on a des couches qui s'ajoutent sur l'alimentation. Il faudra en plus essayer de montrer dans le frigo qu'il y aura des fruits et des légumes pour montrer qu'on est aussi capable d'alimenter de la bonne façon par rapport à la santé. Je donne cette image-là, elle peut avoir un côté caricatural, mais elle montre simplement à quel point les gens doivent jouer avec toute une série de choses pour arriver à tenir. Parce que n'oublions quand même pas que si la pauvreté n'est pas que financière, c'est qu'aujourd'hui quand même, vivre avec 890 € par exemple, qui est le revenu d'intégration sociale, qui est pour une personne seule, vivre avec le statut cohabitant, par exemple, donc deux chômeurs qui habitent ensemble, qui ont un chômeur cohabitant et tout ça, il n'y a pas moyen de s'en tirer. Donc il faut bien aller chercher des aides. Et le drame, c'est que les aides, parfois, elles sont analysées au regard du pouvoir public comme une espèce d'abus et de souhait de maintenance dans la main tendue. Mais c'est très souvent une obligation de contrainte pour arriver à traverser la vie, et pour la plupart, un souhait, si possible, de ne pas devoir rester dans cette contrainte-là. Mais il n'y a rien qui dit qu'il soit possible de ne pas rester dans cette contrainte-là. Bien, on va passer au deuxième mot. Annabelle, tu es Allez, prête ? c'est parti. Quelqu'un veut dire stop ? Charité. Charité. D'ailleurs, Paul Herman en a parlé aussi dans sa chronique du phénomène de charité. On parle d'ailleurs avec Viva for Life ou ce genre d'émission-là de charity business. Donc voilà, charité. La charité, Colette, oui. Charité, c'est démodé, mais c'est vrai que ça existe toujours.
Parce que les aides sociales, c'est pas de la charité, parce que les aides sociales, il y a de la pédagogie. Alors que la charité, c'est donné comme ça, et puis on s'en fiche, on a de bonne conscience, on achète son ciel, et puis c'est fini. Quand on dit que l'aide sociale, ou bien toutes les aides qu'on peut trouver dans les associations, quelles qu'elles soient, c'est vraiment de la pédagogie pour aider les gens à s'en sortir. Donc voilà, c'est la différence que j'ai, la charité, puis c'est tout, quoi. Quand on dit que l'aide sociale, c'est vraiment dynamique. Quelqu'un a une autre définition ? Oui, la charité, effectivement, je rejoins. Pour moi, la charité s'oppose aussi à l'accompagnement professionnel. Effectivement, je rejoins Colette par rapport à ça. C'est clair que la charité, oui, on peut faire de la charité. Ça peut amener de nouveau une aide ponctuelle. Ça n'apporte rien, puisqu'à un moment donné, il n'y a pas de réflexion avec la personne sur, effectivement, comment sortir de cet aspect charité. C'est clair que donner un colis alimentaire, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas derrière ça tout un travail d'accompagnement. J'ai lourdement insisté aujourd'hui sur la notion d'accompagnement, et que dans l'accompagnement, il n'y a pas que le contrôle. Je voudrais quand même réagir par rapport au fait qu'il faut, au niveau de l'application de la réglementation sur le revenu d'intégration sociale. C'est clair que le CPS a une lecture d'un cadre réglementaire. Il n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre, puisqu'il y a de la jurisprudence, il a été, certains, pas le CPS de Nivelles, mais d'autres CPS ont été condamnés, et il y a une lecture qui a été donnée à la réglementation. Alors effectivement, il faudrait peut-être influencer le législateur pour apporter des nuances, pour effectivement prendre en considération les nouveaux phénomènes de société que sont les cohabitations, les colocations. Aujourd'hui, effectivement, il y a une lecture stricte qui est faite et qui ne peut pas sortir des balises, sans quoi effectivement le CPS est entraîné vers le tribunal du travail qui va le condamner à appliquer de manière stricte la réglementation. Et là, on se retrouve effectivement avec des difficultés qui dépassent un petit peu finalement l'Assemblée ici. Ça remonte au niveau du fédéral et au niveau des changements effectivement de certaines politiques. On va passer tout de suite à Gaëtan. On va bypasser Christine parce que la notion de charité a été abordée dans l'émission précédente avec les écoles. Tu veux quand même dire quelque chose ? Extrêmement dangereuse à développer dans des temps où il y a une déconstruction de la politique des droits sociaux et de la sécurité sociale. Plus on amplifie la charité, plus on donne le vent en poupe à déconstruire les droits. Important, effectivement. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Christine, et je rejoins aussi ce qu'on a dit Didier et Colette. La différence avec la charité, et je vais prendre par rapport à l'assistanat par exemple, c'est l'accompagnement. Je rejoins Didier clairement sur le mot, c'est l'accompagnement qui est là, alors que la charité, c'est je donne sans savoir à quoi va servir l'argent. Et moi, à titre personnel, je préfère toujours, quand je vois quelqu'un qui mendie devant un magasin ou autre, je lui donne rarement une pièce. Je préfère aller acheter dans le magasin moi-même un pain, une baguette, un sandwich tout fait, et lui donner pour être certain que ça serve à la personne. C'est peut-être faire un peu preuve de charité vis-à-vis de cette personne-là, mais c'est totalement différent que de donner un aliment direct à la personne que plutôt que de lui mettre une pièce. Et donc, il y a tout un système d'accompagnement qui est là et qui est important par rapport à la charité où, voilà, j'ai donné, je suis content. On va passer à un troisième mot. Attention, je fais glisser les pages du dictionnaire. Top. Concurrence. Concurrence. Vas-y. Ouais, vas-y. Donc, concurrence, ça serait vraiment très très malsain de parler de concurrence au niveau du secteur associatif ou même au niveau du public. C'est clair qu'on a des différences. Puisqu'on a des cadres d'intervention complètement différents. Si je parle de la maison d'accueil, moi j'ai un cadre réglementaire hyper strict qui m'impose toute une série de choses qui est contrôlée par la région wallonne. Gaëtan, je sais que c'est un service d'insertion sociale, donc il a aussi effectivement des contrôles au niveau de la région wallonne. Et Colette a effectivement des contrôles des inspectrices du ministère de l'intégration sociale. Et donc voilà, ce ne sont pas des concurrences, ce sont des complémentarités. Nous avons effectivement, et c'est pour ça qu'on travaille, 70%, je disais tout à l'heure, des personnes viennent du CPS de Nivelles, mais on a également des personnes maintenant qui se sont envoyées par l'ouvre-boîte. On est complémentaires, parce que nous n'avons pas les mêmes missions. Nous sommes dans du ponctuel, si je parle de Solidon. Nous sommes dans de l'hébergement plus long terme, 9 mois effectivement, mais c'est un cadre réglementaire qui nous impose une durée. Et donc, les personnes qui vont être hébergées chez nous vont par exemple dépendre de la lecture que va faire le CPS, de l'ouverture d'un droit. Donc c'est hyper important d'être complémentaire et d'être collaborant effectivement par rapport à l'ouverture de ce droit. Tout comme effectivement à un moment donné, si on est amené à aider une famille au niveau de Nivelles et qu'à un moment donné on se rend compte que sa famille vient peut-être de manière trop récurrente au niveau du service Solidon, on va dire mais non, il y a un service d'insertion sociale, il y a une épicerie sociale au niveau de l'ouvre-boîte qui va vous permettre d'aller dans la durée effectivement si la problématique est effectivement une problématique qui demandera beaucoup plus de temps qu'une simple aide ponctuelle. Donc je crois vraiment concurrence non, je dis vraiment complémentarité et public associatif, nous devons
effectivement, c'est peut-être un peu tarabiscoté ce que je vais dire, mettre main dans la main, effectivement, par rapport à la lutte contre la pauvreté, et surtout la grande pauvreté. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi, on a parlé tout à l'heure au niveau de l'invisibilité, pas mal de personnes qui dorment aujourd'hui dans leur voiture. Ces personnes, effectivement, que ce soit un partenaire ou l'autre, à un moment donné, que ce soit un assistant social ou un éducateur de Gaëtan ou chez Colette, peut tout très bien, à ce moment-là, nous l'envoyer pour, en tout cas, lui offrir un hébergement de meilleure qualité. On a de plus en plus aussi, au niveau de la maison d'accueil, des personnes salariées. Donc c'est quand même un nouveau phénomène, c'est récent, donc ça veut dire que la classe moyenne commence à être touchée par la grande pauvreté, qui est quand même finalement le sans-abrisme, en tout cas le mal logement, ou le logement dans des structures qui ne sont pas adaptées. Ça peut être des caravanes, ça peut être des squats, ça peut être la voiture. Voilà. Non, vas-y. La concurrence n'existe pas entre nous, en tout cas pas directement, peut-être sur certains éléments et encore, mais la complémentarité, comme disait Didier, et je veux juste l'illustrer par une action que nous avons menée en commun, les 4 Vents, le Goéland, qui est une autre association nivelloise, et l'Ouvre-Boîte, où nous avons invité tout un panel, dont le public avec le CPS, à l'occasion du 17 octobre, qui était la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Et nous avons invité tout un panel de personnes qui étaient intéressées de près ou de loin au secteur de la pauvreté à un petit déjeuner pour discuter. Et pour essayer de mettre en place que ce soit un collectif, que ce soit des tables rondes ou simplement un échange, mais pour pouvoir justement se dire, allez, à Nivelles, la pauvreté existe, on essaie de la cacher, mais elle existe, elle est bel et bien présente, on revient à ce qu'on disait au tout début de votre émission, et il faut y travailler ensemble. Il faut lutter ensemble, parce que sinon, demain, nous allons être débordés les uns les autres, et travaillons sur un maillage, soyons acteurs d'un maillage pour pouvoir permettre qu'un demain meilleur à ces gens-là aussi, et c'est clair que c'est que de la complémentarité et certainement pas de la concurrence. Exactement, cette complémentarité permet aussi de faire des économies d'échelle, parce qu'en sachant qui fait quoi et convenablement, c'est pas la peine de créer un nouveau service. Donc faisons d'abord appel à ce qui existe. Sachons d'abord ce qui existe, comme le Goéland aurait pu de là ce soir aussi. C'est vrai, mais bon. Effectivement, et on l'avait invité, malheureusement, il n'a pas pu se libérer ce soir. Voilà, donc on essaie de savoir un peu qui fait quoi partout sur Nivelles, parce qu'il y a d'autres institutions que c'est présentes sur le plateau ici. Et donc, comme ça, on fait des économies d'échelle et on n'a pas de redondance, sinon on perd du temps. Alors, je suis vraiment ravi d'entendre ce que vous dites, et donc l'importance de la complémentarité entre vos structures. Moi, je voudrais qu'on aborde, et peut-être que Christine Mailly va pouvoir l'aborder, des éléments qu'on a quand même révélés aujourd'hui. C'est aussi la mise en concurrence des pauvres entre eux. Et là, je vais prendre aussi mon point de vue de directeur d'un centre régional d'intégration, donc des personnes étrangères, où on a entendu de manière beaucoup trop large un discours qui disait « on aide les étrangers, on aide les réfugiés, mais moi qui suis pauvre, on me laisse dans la rue ». Et donc, il y a une mise en concurrence où il n'y en a pas, c'est peut-être moi qui me trompe, mais en tout cas, dans un discours, en tout cas, il y a un jeu de mise en concurrence de l'un contre l'autre. Je vois que vous dites non, hein. Christine Mailly. C'est sous cet angle-là que je voulais l'aborder. Oui, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence entre les pauvres d'en bas, comme dirait Philippe de Feit. C'est lui qui a utilisé cette formule-là, en disant aujourd'hui, il y a des gens de petites conditions financières. Le travailleur qui va avoir un petit revenu qui n'émargera pas à toute une série d'aides sociales, alors que ses conditions d'existence ne sont pas nécessairement beaucoup plus facile que certains chômeurs ou qu'une personne bénéficiant du risque suivant les conditions dans lesquelles ils sont. Si je suis propriétaire locataire, tout ce que je disais tout à l'heure, on le sait, le statut parfois de bénéficiaire du revenu d'intégration sociale pour certaines personnes est favorable au statut de chômeur aujourd'hui. On le voit, il y a de la concurrence entre travailleurs et chômeurs, entre chômeurs et locataires sociaux, entre ces personnes-là et les personnes d'origine étrangère, parce que ce climat de concurrence est cultivé dans notre société aujourd'hui, par la rareté d'accès aux moyens, par la rareté organisée d'accès à de l'emploi qui paye, etc. On le voit, il y a des règles de plus en plus importantes qui sont appliquées à travers des services pour trier, en quelque sorte. Alors, c'est pas un beau mot, mais enfin pour dire, celui-là, dans ces critères-là, il mérite ça à tel endroit, mais tels autres critères, c'est ça à tel endroit. Moi, je suis au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, je fréquente beaucoup de personnes belges dans la pauvreté, avec qui on doit
tout le temps faire du travail de réflexion parce qu'on entend tout le temps dire j'aurais été noir de peau avec des cheveux frisés, le logement social je l'aurais déjà eu, etc. Et c'est pas parce que les personnes sont incultes, idiotes, etc. C'est parce que les règles sont compliquées, c'est parce qu'il y a pénurie par exemple de logement social, donc les gens sont mis en concurrence pour accéder au logement social, même en respectant les règles. Ils sont mis en concurrence pour accéder au logement social parce qu'il y en a trop peu, par exemple. C'est un des exemples. On peut le dire sur l'aide alimentaire, etc. Donc je pense que oui, et aujourd'hui, il y a même de la concurrence au niveau, évidemment, du marché de l'emploi. On le voit bien. On voit qui va continuer à l'avenir à avoir des contrats d'emploi temps plein qui payent bien par rapport aux autres types de contrats plus ponctuels, plus intérim, plus flexi-job, etc. C'est pas les mêmes catégories de personnes, c'est pas les mêmes déciles, on le voit à tout point de vue. Donc oui, le délitement des droits, le choix d'affecter le service public et le choix de réduire en quelque sorte le retour de la richesse à destination de l'entièreté de la population provoque forcément de la concurrence entre les gens, mais ce n'est pas les gens qui ont décidé d'être mauvais les uns par rapport aux autres. En tout cas, au niveau du réseau, on se positionne par exemple toujours sur les combats qui concernent les populations d'origine étrangère, volontairement pour dire non au nom de la pauvreté. On ne dira pas qu'il faut refuser, par exemple, la présence de personnes demandeuses d'asile sur notre territoire, parce qu'on a la possibilité, si on en fait le choix, dans l'organisation de la société, de pouvoir répondre aux besoins de la totalité. Merci beaucoup, Christine. Je sens non, pas de réaction. On va passer la parole à Thierry, parce que Thierry nous permet d'avoir des invités par téléphone. Qui as-tu contacté cette fois-ci et qui va-t-on entendre? Eh bien, Patrick, nous avons au téléphone Pierre Verheben, c'est le directeur, et ça y est, j'ai oublié, je ne sais plus c'est le directeur, mais je suis sûr qu'on va me le dire tout de suite, de Médecins du Monde, voilà, c'est ça. Vous le connaissez bien, vous? Eh bien, il est au téléphone, il nous attend et il a une chronique pour nous. Bien, bonjour Pierre. Bonjour. Est-ce que tu nous entends convenablement? Je vous entends parfaitement. Eh bien, le micro est à toi. Non, je n'ai pas de chronique particulière. Par contre, j'entendais ce que Christine disait, que je salue très amicalement. On est effectivement dans des jeux de concurrence et je voudrais saluer justement le travail que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté mène, d'essayer de rapprocher, en tout cas de systématiquement battre en brèche cette idée de désolidarisation entre les personnes précarisées, entre les étrangers et ceux qui le seraient moins. Je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je le vois, nous, ici, sur la question des personnes sans abri, telles que nous les rencontrons tous les jours, notamment dans le cadre des dispositifs hivernaux. On a beaucoup de réflexions sur nos SDF. Est-ce qu'on s'occupe autant de nos SDF que des étrangers? Et je pense que ce discours-là, d'une part, nous détourne de l'essentiel et d'autre part, est absolument faux. Donc c'est vraiment important qu'on puisse recréer cette idée de fraternité et de solidarité entre ceux qui sont laissés pour compte dans la redistribution des richesses, ceux qui sont laissés pour compte dans la manière dont on organise les services publics, les services généraux, etc. Donc si on peut travailler ensemble cette question-là, ça me paraît fondamental. Bien, Pierre, merci beaucoup pour cette petite intervention. Je rappelle donc que tu es le directeur de Médecins du Monde. Une très bonne soirée à toi et je t'invite à continuer à nous écouter sur radio27.be. Et c'est le moment de la chronique d'Annabelle. Pauvres riches. Et si finalement on s'était trompé de cible en plaignant les personnes les plus précarisées de notre société?
Je reviens de quelques jours passés à la capitale et je peux vous dire que dans certains quartiers, les conditions de vie sont de plus en plus rudes. Jugez-en par vous-même. Désormais, à Uccle, dans le quartier Prince d'Orange plus exactement, les familles doivent être placées sur liste d'attente pour bénéficier du nounou à la hauteur de Mary Poppins. Et le pire, c'est qu'une fois qu'elles ont trouvé la perle rare, elles doivent encore prendre le risque de se la faire rafler par le voisin qui propose un salaire mensuel plus élevé que le leur. Au risque de faire pleurer les bambins qui y étaient attachés. Bonjour le traumatisme, pauvre riche. Une fois l'âge de l'adolescence atteint, ça ne s'arrange guère pour les enfants nantis puisqu'ils sont de plus en plus nombreux. Lors d'une soirée dans un appartement à haut plafond et moulure prêté par les parents d'un copain, à consommer quelques produits illicites qui ne sont visiblement pas l'apanage des jeunes de banlieue. Pauvres riches. Et les femmes aux maris dont le portefeuille est bien rempli, est-ce qu'on s'est déjà mis une seule fois à leur place ? Aux yeux de tous, elles doivent, parfois pendant des journées entières, exhiber les bijoux de mauvais goût qu'on leur a offerts. Imaginez le calvaire. Une journée à minauder et à faire semblant de trouver joli ce qu'on porte. Pauvres riches. Quand ils deviennent retraités, les riches ne sont pas au bout de leur peine. Fini les promenades insouciantes dans la rue et les virées en jeep surdimensionnées. Les mamies pleines aux as doivent désormais se méfier des arracheurs de colliers et des arracheurs de sacs de tout poil, rendez-vous compte. Et je ne parle même pas des héritiers des riches familles qui s'étripent lorsque l'un des parents, voire les deux, passe l'arme à gauche. Toutes les stratégies sont alors les bienvenues pour essayer de tirer la couverture à soi et de tirer son épingle du jeu. Et que dire alors des nouveaux riches, les chanceux qui ont décroché le jackpot ? C'est vrai, de nombreux citoyens aimeraient être à leur place et les jalousent secrètement lorsqu'on annonce officiellement que la rondelette somme de 50 millions d'euros a désormais son gagnant. Moi, personnellement, je les plains. Comment peut-on gagner une somme aussi énorme sans avoir envie de le hurler sur tous les toits ? Ou juste de faire un truc fou, comme se payer une voiture de course rouge fluo qu'on ne pourra jamais conduire en Belgique. Et puis, ce magot, il faut aussi le faire fructifier, ça sert à ça. C'est un vrai boulot à temps plein, en fait. Bon, vous l'aurez compris, cette chronique n'a évidemment pas pour but de faire pleurer dans les chaumières sur le sort des riches, qu'ils soient de naissance ou plus récents, même si certains se sont attelés à la tâche par le passé. Non. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, c'est sur un élément en particulier, l'âge de plus en plus jeune des sans-abri. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes de 18, de 20 ans, voire des mineurs, se retrouvent confrontés aux services d'accueil. Chassés de la maison familiale ou partis après s'être rebellés contre l'autorité parentale, ces jeunes se retrouvent sans repère et d'autant plus vulnérables face aux violences de la rue que sont l'alcool et la drogue. Alors, même si on est vendredi soir, qu'il est 19h30, que votre semaine a été bien remplie, que vous en avez plein les pattes, n'hésitez pas à vous engager en faveur d'associations comme les Restos du Cœur ou les Samaritains qui organisent depuis des années l'opération Shoebox. Vous verrez, ça fait beaucoup de bien à l'approche des fêtes et ça leur donne une toute autre tournure. C'était la chronique d'Annabelle. Alors une petite réaction par rapport à ça, on plaint les riches tous ensemble? Ah, que dire? C'est vrai que ça complique enfin la vie, d'être riche. Elle est bien rédigée. Oui, elle est bien rédigée. C'est gentil, merci. Juste pour info, l'opération Shoebox se fait aussi à Nivelles pour l'associatif nivellois. Ah, je ne savais pas. Mais voilà, comme ça, vous voyez, voilà. Parfait. Merci pour l'info, comme quoi on partira On en plus apprend tous les intelligent, jours. beaucoup plus intelligent. Bien, eh bien, on arrive effectivement tout doucement à la fin. Un petit mot de conclusion. Est-ce que quelqu'un veut, conclure un peu cette émission? Dans les trois invités, alors je vois que de nouveau ça. Oui, vas-y. Simplement, moi je dirais, j'ai bien aimé cette discussion avec tout le monde ici autour de ce thème de la précarité infantile et la pauvreté infantile. Le mot qui ressort vraiment, pour moi en tout cas, c'est la complémentarité. Ça s'est clairement vu ce soir. On a parlé, on a discuté, on a vu que un maillage était là, était possible. Il faut maintenant que tout cela se concrétise sur le terrain. Et ça a déjà commencé, ça se fait déjà. Et ah oui, mais ça se fait déjà, c'est ce que je dis. Et que ça peut encore aller beaucoup plus loin, je pense. Et je suis certain que c'est grâce à des actions menées en commun qu'on arrivera à montrer réellement que la pauvreté existe à Nivelles, mais qu'on peut réellement les aider, ces personnes-là, et que tout un chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Bien, donc merci. Donc c'est Gaëtan de l'Ouvre-Boîte. Colette,
Petit mot de conclusion. Ah oui, mais je vais aller dans le sens de Gaëtan. C'est vrai que nous, on se connaît, hein, on travaille depuis longtemps ensemble, donc voilà, il n'y a rien de neuf avec ça. Mais c'est vrai que je dois dire que si on veut mener une action sur Nivelles, en prenant le CPS comme une institution très légiférée, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on est très légiféré, je ne peux pas dire autrement. On a des comptes à rendre au fédéral, au régional par rapport aux subsides qu'on reçoit pour pouvoir aider les personnes. Alors je vais peut-être dire là-dessus qu'on a quand même un CPS à Nivelles qui a un budget de 18 millions d'euros par an et que nous avons une subsidiation à 75% pour pouvoir survivre. 25% c'est de la commune, 50% c'est le fédéral et le régional et 25% c'est les prestations du CPS. Et ça fait quand même 18 millions et demi de budget annuel et nous avons quand même 280 personnes qui travaillent chez nous avec article 60 compris. Donc c'est quand même une grosse institution et en même temps une maison de repos qui draine beaucoup de personnes. Donc je voudrais quand même donc pour dire que c'est quand même beaucoup de sous et que moi dans mon système institutionnel dans lequel j'exerce, je suis contente de travailler avec les partenaires tels que l'Ouvre-Boîte ou les 4 vents et les Goélands qui n'ont pas la présence ce soir et les autres aussi qui sont un peu plus discrètes. Voilà, et que je pense que si on veut avancer sur Nivelles et si on veut aider la population nivelloise et être proche des gens et les soutenir, surtout les soutenir pour qu'ils prennent le wagon en route et qu'on ne les laisse pas au bord du chemin, je pense qu'il faut travailler ensemble et en toute complémentarité et solidarité. Voilà. Alors au niveau des 80, c'est clair que moi j'avais peut-être 2 axes de réflexion. Un premier qui est, nous sommes hyper réglementés. Et là je rejoins effectivement Christine dans la présentation qu'elle a donnée. Même les maisons d'accueil ont énormément de balises. Maintenant, rien n'empêche effectivement, et là je vais revenir sur le premier intervenant, d'avoir de l'imagination à un moment donné, de bousculer ces règles, de bousculer ces critères, de nous laisser des marges de manœuvre. À titre d'exemple, même si on ne pouvait pas le faire, on a accueilli une famille composée de 5 personnes en séjour illégal, avec 4 enfants en bas âge, et c'était les enfants qui étaient placés finalement chez nous, le papa étant finalement quelque part accompagné par les enfants. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Donc, il n'empêche qu'on a quand même offert 9 mois de séjour à cette famille, même si maintenant, leur sort n'est plus vraiment entre nos mains et ils sont partis vers d'autres cieux, vers Wavre, d'autres villes. Bon, là, c'est une autre réalité qui va les rencontrer. C'est la première chose. Deuxième chose, j'ai lu, en tout cas, avec attention, sur le site de la Fondation Rabaudouin, que je vais citer, par rapport à l'action de Viva for Life, une analyse, effectivement, de la communication au niveau de la pauvreté, au niveau des enfants. Et je vous invite vraiment à lire une brochure qui s'appelle Pauvres gosses, comment communiquer sur la pauvreté des enfants. Et cette brochure décortique effectivement les différentes méthodes de communication, les différents objectifs qui sont derrière. C'est une étude apparemment qui a été menée pendant plusieurs années. C'est très intéressant justement pour essayer de reprendre du recul finalement par rapport à cet événement et essayer de comprendre dans quel contexte on est. Bien, merci beaucoup donc Didier, représentant des 4 vents. Et donc Christine, évidemment, un petit mot pour terminer. Ah, attends. Donc, Christine, il y a un petit souci avec ton micro. Je pense qu'il est éteint. Donc, on va faire ça tout de suite. Et donc, on demande à Thierry, notre technicien, régisseur, etc. Voilà, il vient de rallumer le micro. Donc, Christine, ton petit mot de conclusion. Le héros a agi. Oui. Mais donc, ma conclusion, ce serait de rebondir sur la dernière chronique sur Pauvres riches. Et j'aurais envie d'inviter, moi, Radio 27, si jamais il devait y avoir encore un Viva for Life à Nivelles l'année prochaine, on aura beaucoup parlé de pauvreté, et bien de parler peut-être justement de l'enrichissement et de la fiscalité, et de se dire que si on pouvait aborder la question je parle bien de l'enrichissement et de la fiscalité, et donc d'une redistribution juste à travers le service public, les associations, et dans le portefeuille des gens au quotidien, eh bien probablement qu'on n'aurait plus besoin de faire Viva for Life. Donc on pourrait faire Viva pour la captation des richesses et une fiscalité juste, dans le but d'éliminer Viva for Life et de permettre aux familles de vivre confortablement, aux services qui doivent aider certains, qui doivent être accompagnés, d'être soutenus à la hauteur de ce qu'ils doivent, et à la défense des services publics. Et on recréerait, je pense, beaucoup de liberté pour tout le monde, d'autonomie et de respect des droits. Bien, merci beaucoup Christine. Et c'est sur ces mots-là qu'on va conclure l'émission Soyons curieux. On a donc bien pris le temps d'aborder ces sujets avec nos 3 invités. Donc je rappelle, Gaëtan de l'Ouvre-Boîte, Colette du CPASIC de Nivelles et Didier des 4 vents. Et puis évidemment Christine Mailly qui nous a accompagnés également dans cette émission. Annabelle, j'étais ravi de mener encore une fois une émission avec toi et j'espère qu'il va en avoir encore des dizaines et des dizaines. Qu'est-ce qu'on va avoir après comme émission ici sur 27
Set for Life. Alors d'ici quelques minutes, on va retrouver Mickaël pour l'émission Tout le monde il est beau avec le collectif Austrasie. Donc je crois avoir vu Mickaël déguisé pour l'occasion. Mais oui, déguisé. parce qu'attention, Je ne veux nous pas le avons vexer, hein. habillé pour l'occasion. Habillé en austrasien, et j'explique aussi à l'ensemble de nos invités, nous avons avec nous une personnalité, puisque nous avons le prince d'Austrasie qui est présent avec nous, et donc ils rejoindront l'antenne effectivement tout à l'heure. En attendant, petite pause musicale pour nos auditeurs, et donc on se retrouve dans quelques minutes avec l'émission Tout le monde il est beau et le collectif Austrasie.